Hey, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 54. On est content. Incroyable. Et oui, je suis bien évidemment accompagné pour ce nouveau numéro de Clément et Riley. Comment ça va ? Bonsoir. Salut. Vous allez bien ? Vous êtes prêts à faire des compromis avec moi sur texte par texte, scène par scène, je veux dire, pour qu'ensemble nous trouvions une majorité de circonstances et inventions ensemble pour ce nouveau quinquennat du podcast. Ça y est, vous êtes prêts à faire des parti. compromis, des alliances. Le changement, c'est maintenant. Je pense qu'il faut y aller. Et nous accueillons une invitée. Bonsoir, bienvenue à Jacqueline Markovitch. Jacqueline, tu es conseillère départementale de l'Hérault et tu es aussi consultante réseaux sociaux, donc deux domaines qu'on ne maîtrise absolument pas du tout, Internet et la politique. On va avoir beaucoup de questions à te poser, d'autant que tu n'es pas là par hasard en fait. Tu as accepté notre invitation pour commenter avec nous un épisode de Buffy avec une thématique centrale que tu connais bien, qui est la campagne électorale. Donc, les campagnes, c'est quelque chose que tu connais bien. Absolument, oui, j'en ai fait un certain nombre. Oui. Voilà. Parfois même, je gagne. Souvent, je perds. Et on va pouvoir parler de tout ça. Donc, merci. Et donc, oui, dans ta description, j'ai oublié de dire que tu es évidemment fan de Buffy. Absolument, je suis fan de Buffy et je suis fan de Pourquoi Buffy c'est génial. Et merci infiniment de votre invitation. En gros, je réalise quand même un rêve ce soir. Donc, merci. Non, mais merci à toi d'être venu. C'est bien. Merci beaucoup. Et on est en live sur Twitch. Comment ça marche, Riley, le live? Le Twitch, ça marche pas très bien. Et si sur twitch.tv/pourquoibuffy, nous sommes en live pour cet épisode, donc il y a déjà plein de gens, on dit bonjour à tout le chat. Bonjour le chat. Il y a plein de monde. Merci. Bonsoir. Riley, est-ce que tu peux nous dire de quoi va parler ce podcast? Quel est le sommaire? Le sommaire de cet épisode, alors, on va commencer comme d'habitude par des gros bisous, on en a plein à faire, je crois que Jacqueline fait des gros bisous. Clément, Non, moi j'ai pas des gros bisous. Mais... Ah ouais? Ouais. Pas cette fois, mais je peux pas en avoir à chaque fois. Quoi. T'as jamais de gros bisous en ce moment, ça m'inquiète. C'est vrai. Ensuite, ce sera la rubrique Actu par Big Game, le 4ème mousquetaire, qui notamment fait une interview incroyable, je vous la conseille. Je tease un petit peu. Théâtre, une pièce de théâtre Buffy. Bon, cool. Ensuite, on passera au gros morceau du podcast, donc ça va avoir le commentaire audio de l'épisode Homecoming. C'est-à-dire le bal de fin d'année en VF, ce sera l'occasion de parler de campagne électorale, de mise en scène de solitude, de chasse à l'homme, ou plutôt de chasse à la tueuse, de la fantastique Cordelia, du maire de Sunnydale, et de plein de choses. C'est long, elle est longue cette émission. Ensuite, ce sera la rubrique de l'invité avec toi, Jacqueline, où tu vas enfin pouvoir exprimer tout ton amour pour Buffy dans la rubrique de l'invité. Ensuite, attendez, alors, soyez attentifs, ensuite ce sera le nouvel épisode de notre série audio sur la jeunesse de Tonton Jack. Reaper, épisode 8. En plus, il se passe des trucs incroyables, on vous en parle tout ça. Ça va être dingo. Ensuite, ce sera la rubrique de Clément. Ah bah évidemment. Allez. J'espère qu'il y a un jingle. Bien sûr, le jingle est prêt. Comme d'habitude, on termine par nos coups de cœur, c'est-à-dire la rubrique des systèmes Buffy. Tu vas aimer ça. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Oh putain, merci. Oh la vache, top là. Gag visuel, attends, il y a un pourri pour le coup de... C'est pas grave, on a entendu top là. Le podcast est un peu partout sur les internets et si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Le rappel de notre blog où se trouvent tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. C'est maintenant le moment tant attendu de la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Oui, alors les gros bisous. Est-ce que vous avez des gros bisous, Riley? Moi je suis allé voir sur iTunes et d'ailleurs je suis fâché. Je vous l'ai dit ça ou pas? Il est fâché, oui, là, il était tout rouge. Il est colère. Depuis Il est fâché. Ah bah oui, ça n'a rien à voir avec le vin. C'est en fait depuis le dernier épisode, il n'y a eu qu'un seul commentaire 5 étoiles sur iTunes. C'est honteux. Oh bah non, Sur alors non. Apple Podcast. Ça va pas du tout. Mais on en a quand même eu un génial, donc on fait un gros bisou à Jimmy Nouméa qui est dit trop bien, qui vient de découvrir le podcast, il a tout rattrapé et il nous écoute de Nouvelle-Calédonie. Ah, excellent. Hyper cool. Excellent. Ouais. Gros bisous à toi.
Donc c'est une très bonne idée de se faire inviter chez lui, Sartman. Jimmy, on vient quand tu peux. On vient faire un podcast à Nouméa quand tu veux. On voulait aussi faire un gros bisou à Rien, c'est son vrai pseudo, sur YouTube, qui lui aussi vient découvrir le podcast il y a 1 mois et qui est en train de tout binger. Et enfin, ça c'est un gros bisou personnel, il y a à Marc Wahlberg, mais Marc QE. Hein. Oui, bien sûr, oui. Déjà parce qu'il a un pseudo incroyable, puis il nous dit qu'on lui avait manqué. C'est très gentil. C'est vrai que merci, ça Marc. fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast. Un gros bisou. Moi j'avais des gros bisous à Clémence, fan de Spike, à Mylène qui vient de découvrir le podcast sur internet. Gros bisous à Agathe aussi du podcast Bienvenue à Sunnydale. Mais oui. Qui est super cool. Dont le podcast on vous en avait parlé dans un autre numéro. Mais on a rencontré Agathe en vrai, on a eu l'honneur de échanger quelques verres avec elle et on fait un énorme bisou. Un gros bisou. Carrément. Clément, vous aviez des gros bisous? Non, moi j'en ai pas ce soir. Mais Jacqueline. Clément, mais ça va, attends, parenthèse. Faut qu'on parle de Ça fait Clément. 3 épisodes que Clément n'a pas de gros bisous. Mais j'ai pas accès aux gens qui nous font des super commentaires sur iTunes et tout, donc tu vois, j'ai pas de gros bisous en Mais particulier. même, tu peux avoir des gens dans ta vie. Tout à fait, mais quand je dis je fais un podcast sur Buffy, en général on fait ah. Mais tu traînes avec qui? Clément n'a exactement pas d'amis. Non, c'est faux, on est là, Ah, Clément. mais mes Et tu amis ils peux sont nous- là. Tu peux nous parler. hein. Bon, je fais un gros bisou à Sartman et à Riley, quoi, en merci. fait. Mais sans déconner. il est Mais mignon. bien sûr, bien Trop sûr. mignon. Allez, bah on enchaîne, des gros bisous. As-tu des gros bisous, Jacqueline? Ah oui, j'ai des gros bisous à la personne qui m'a fait découvrir votre podcast et qui, depuis quelques semaines, est la nouvelle députée de Strasbourg, c'est Sandra. Sandra qui m'a fait découvrir votre page Facebook et c'est comme ça que j'ai pu découvrir votre podcast formidable. Gros bisous à Sandra. Des gros bisous également à Julien qui partage 2 passions avec moi, bien sûr Buffy et les films d'Arnaud Desplechin. Et ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Des gros bisous à un autre Sartois qui n'a absolument rien à voir avec Buffy, mais François il est Fillon. Sartois pas du tout, c'est Alexis. Et puis des gros bisous à Nicolas, Manu et Marie qui sont en train de dîner et qui sont certainement connectés pour nous écouter. Ah, sympa. Ah bah bon appétit. Bon appétit à Bon vous. appétit, Clément. Tout de suite, la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Une rubrique Actu particulière aujourd'hui, déjà très chargée, accompagnée d'une interview. Tout de suite, c'est les games. Eh bien salut à tous et bienvenue dans la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial, je suis Big M. On commence aujourd'hui par quelques œuvres littéraires dont les sorties sont prévues entre cette année et début de l'année prochaine. Tout d'abord, nous avons une nouvelle écrite par Lily Anderson intitulée Big Bad et qui sera publiée par Disney Hyperion fin septembre. Il s'agit d'une nouvelle histoire se déroulant dans une réalité alternative. Chez le même éditeur, on vous avait parlé du livre In Every Generation. Sa suite verra désormais le jour en janvier 2023 et portera le titre de One Girl in All the World. Cette nouvelle, comme pour le premier volet, sera écrite par Kendary Blake. Côté comics, Boom Studios sont toujours activement dans la course. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont publié un nouveau one-shot intitulé Buffy 97 ou Buffy 97, qui présente quelques similitudes avec la série 2022 de Angel. Et dès le mois de novembre, ils nous proposent un nouveau trade paperback, c'est-à-dire un recueil qui comportera les 3 histoires centrales du numéro 25e anniversaire, plus le D-One-Shot Buffy 97. La revue française La 7ème Obsession a tout récemment, c'est-à-dire le 23 juin, publié son hors-série numéro 10. Et, vous l'avez deviné, il porte sur Buffy. Retrouvez plein d'infos sur la série avec des photos et des illustrations sur pas moins de 132 pages. Disponible en kiosque ou commande en ligne. Je me permets de revenir aussi un bref instant sur le livre d'Avon Ross Katz, sorti en mars dernier, au titre très simple Into Every Generation a Slayer is Born, How Buffy Staked Our Hearts. En effet, cette œuvre reflétant des interviews avec le cast de la série semble être pleine d'informations plus ou moins croustillantes. Par exemple, le sujet d'un reboot de la série y est remis sur le tapis, avec Sarah Michelle Gellar disant qu'elle souhaiterait voir l'actrice Zendaya dans le rôle principal, un choix qui serait approuvé par Julie Benz. Et Nicholas Brandon aurait exprimé l'opinion très basse qu'il a du spin-off Angel, avec notamment les mots suivants, traduits librement: selon moi, Angel est pire que ses
de Twilight. Petit récap convention. Les 24 et 25 septembre, vous pourrez rencontrer, si vous le souhaitez, le dernier principal de Sunnydale High, D.B. Woodside, et ce à l'événement Straight Outta Hell par Empire Conventions. La convention Back to Sunnydale de Big Bad Convention est définitivement annulée. Bien sûr, je vous parle de Slay the Vampires 4 New Generation de CloudsCon. Pour rappel, ça se passera à Paris les 15 et 16 octobre 2022, mais le lieu exact reste encore à confirmer. Depuis les dernières nouvelles que nous vous avions données, 3 guests se sont ajoutés à la liste. Ainsi, Fina Oruche, Juliette Landau et Mark Blucas rejoindront Robbie Ascott et James Masters. Nous savons aussi qu'au moins un guest supplémentaire reste à être annoncé. Et autre grande nouvelle concernant cette convention, nous, toute l'équipe de Pourquoi Buffy c'est génial, serons présents au grand complet. Je finis aujourd'hui avec une petite particularité pour vous parler d'une pièce de théâtre basée sur notre série préférée, À la recherche de Buffy. Ou disons plutôt que c'est son metteur en scène Rodrigue Pasquale qui va nous en parler directement, puisque je l'ai reçu dans le cadre d'une petite interview. Merci à vous de m'inviter. Moi, à la base, je suis plutôt comédien et j'ai déjà commis en scène des spectacles, j'ai déjà réalisé des courts-métrages. J'ai écrit aussi, je suis auteur, j'ai écrit un seul en scène avec un vrai personnage du début à la fin, qui allait être mis sur scène avant le Covid, et le Covid nous a empêchés de finaliser ce projet, donc j'ai décidé d'écrire un autre projet qui serait plus facile à vendre, comme Joss Whedon il fait, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est divertissant mais qui fait passer des messages profonds aussi en même temps. Donc voilà, et mon équipe, du coup, j'ai Diane Duquesne qui est une actrice parisienne qui va jouer Sarah, parce que le personnage principal s'appelle Sarah. Moi, je vais jouer aussi dedans, je vais jouer Sam, et ensuite on a Valentin Marot et Nathalie Herbeau qui sont les 2 autres personnages, Simon pour Valentin et Marie-Michel pour Nathalie. D'après ce que j'ai compris, c'est une pièce assez méta, un peu une pièce dans une pièce, c'est ça, ou j'ai tout faux ? Exactement, tout ce qui est lié à Buffy justement, ça concerne la pièce, puisque les personnages sont en train de créer une pièce qui parle de la suite de Buffy. Et tout ce que vont vivre les personnages de cette pièce, donc qui sont à la base Buffy, Angel, Spike notamment, va se répercuter dans la réalité auprès des acteurs, puisque ces acteurs, c'est en fait deux comédiens qui se connaissaient il y a 10 ans, ils ont été ensemble pendant 3 ans. Et la comédienne a trompé donc son amoureux de l'époque, donc Sam, avec son meilleur ami Simon, avec lequel elle est mariée. Ils se sont perdus de vue pendant 7 ans. Ils se retrouvent sur ce projet. 7 ans après cette perte de vue, ils sont obligés de travailler les uns avec les autres sur cette pièce qui parle donc de la suite de Buffy. Les gens qui connaissent pas Buffy seront jamais perdus parce que c'est vraiment Buffy est le décorum complet de la pièce. C'est-à-dire qu'on parle régulièrement de Buffy, mais il suffit juste de savoir qu'en gros c'est une tueuse de vampires et qu'elle est amoureuse d'Angel. Et son deuxième amour c'est Spike. Une fois qu'on sait ça à peu près, on sait tout. Et par contre, les fans de Buffy vont retrouver, eux, plein de clins d'œil, plein de références que ceux qui ne connaissent pas Buffy n'auront pas forcément. Mais je veux dire, en fait, tout le monde peut venir voir le spectacle. Ceux qui connaissent Buffy, évidemment, c'est ce qu'on espère en principe, principalement, mais aussi ceux qui ne connaissent pas Buffy, puisque vraiment l'idée, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver là-dedans. Alors, dans un premier temps, on pourra la voir dans la région lilloise, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la région lilloise, puisque c'est là qu'on va mettre en place, qu'on monte la pièce, en fait, qu'on crée la pièce. Et ensuite, l'idée, c'est une fois que c'est monté et que c'est bien ancré dans le Nord, c'est de pouvoir monter diverses équipes, une à Paris, une dans le Sud-Ouest, une dans le Sud-Est et une dans le Nord, qui tournent en même temps, en parallèle, sur des théâtres différents, dans des régions différentes. Et alors, il y a une billetterie, si vous allez voir, notamment sur ProArty, puisqu'on a une cagnotte crowdfunding pour nous aider à financer tout ça. Si vous tapez Buffy dans ProArty, vous allez tomber sur la cagnotte. Merci beaucoup Rodrigue Pasquale de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est tout pour ce numéro, je vous dis ciao et à la prochaine. N'oubliez pas de rester bienveillants les uns envers les autres. Que du love, à vous les mousquetaires. Et oui, que du love. Que du love, Big M. Que du love. Mais super, merci beaucoup à Rodrigue et à toi Big M pour cette interview super intéressante. On passe... Clément, tu es d'accord? Clément est d'accord. Clément a l'air d'accord, il fait oui de la tête. Clément est d'accord pour qu'on passe à l'épisode du jour. Cowboy guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. Well, what do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind.
Homecoming, le bal de fin d'année en VF, épisode 5 de la saison 3, diffusé pour la première fois le 3 novembre 1998. Épisode écrit et réalisé par David Greenwalt. On adore David Greenwalt. David Greenwalt, donc c'est un maillon essentiel de Buffy sur les 3 premières saisons, c'est un pilier, hein. Et il a écrit plein d'épisodes et il est devenu le showrunner et le co-créateur de Angel, le spin-off de Buffy. Que tu as regardé, Jacqueline, bien sûr. Bien sûr, j'ai regardé tous les épisodes d'Angel et je suis ravie d'apprendre plein de choses avec vous ce soir. Ok, bah écoute, David Greenwalt, un mec génial et qui était vraiment le bras droit de Joss Whedon avant Martin Oxon qui a plus pris la main sur la série à la fin. Et alors il est le créateur d'une série que j'adore aussi, que je sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Profit. Vous avez vu cette série ? C'est trop bien, Profit. Ah, tu l'as vu ? Bah oui, c'est extraordinaire, mais alors ça a été arrêté. Alors c'est ça, en fait, l'histoire, c'est l'employé d'une multinationale qui essaye de gravir les échelons de son entreprise et en tuant des gens, en mentant, il est horrible, quoi. C'est très très malsain. Et on va le retrouver un peu dans l'épisode de tout à l'heure, c'est que des gens en costard-cravate dans des bureaux et tout, c'est une ambiance comme ça, mais c'est l'enfer en fait. Et il n'y a eu que 8 épisodes en fait. Et c'est ça, la série n'a pas fonctionné. Mais les 8 épisodes sont... Il y a une sorte de fin finalement. Bon. Le titre est très premier degré donc. Ouais. Et ils ont très très bonne série. J'ai pas l'année, je crois que c'est fin des années 90, 98. Bah, c'est 96-97. C'est juste avant Buffy. Juste avant Buffy. Peut-être Joss l'a repéré grâce à Profit. Exactement, ouais. Donc, et c'est très intéressant parce que dans la série, c'est donc une compagnie Greenwalt a repris l'idée en fait dans Angel avec Wolfram et Hart. C'est Grayson et Grayson dans Profit. Et là, donc les avocats qui traitent avec le diable, en gros. Est-ce que vous avez fait un petit pitch, Riley ? J'ai préparé un petit pitch. Justement, figurez-vous qu'il est 19h sur Pourquoi Buffy c'est génial TV, et c'est l'heure du petit pitch avec Riley Pro. Alors la grosse info du jour, c'est Buffy Summers qui se présente à l'élection de la reine du lycée. Vous avez vu ça ? Non mais on est où là ? On est où ? Je vais vous dire une chose, il faut arrêter. Elle donne une image hystérique du lycée. Vous n'êtes pas d'accord ? Et puis alors, ça je suis pas d'accord, Sandman, mais elle sait sûrement pas qui joue le gardien de but de l'équipe de foot du lycée. Sandman. Bah je ne sais pas, je vois pas qui de vous. Non, arrête Clément, mais c'est inaudible. C'est pas possible, arrêtez de faire du bruit. Non mais on comprend rien à cette émission, Clément, c'est inaudible. Arrêtez de parler, ça suffit. Buffy se présente donc à l'élection contre Cordelia Chase. Cordelia. Elle a un tort cette pauvre Cordelia. Jacqueline, je sais pas si t'as suivi. Cordelia elle est de droite. Oh là là, c'est terrible d'être de droite, c'est terrible. Oh là là. C'est long ce pitch. Hein. L'autre information de la journée, c'est l'ouverture du Slayer Fest 98. Vous avez suivi l'actu ? Une sorte de chasse à l'homme chasse à tueuse organisée par Monsieur Trick. Soi-disant c'est dangereux, voilà, faut pas blaguer avec ça. Bon, attendez, alors ça c'est le plus important du pitch. Hein. C'est la première apparition du maire de Sunnydale. Un type formidable. Non mais taisez-vous Clément. mais je dis juste que voilà, il a peut-être envie de tuer tout le monde. C'est ridicule, ce que vous dites est ridicule. Non mais c'est insupportable. En fait on comprend rien cette émission, on est d'accord ? C'est inaudible, on comprend rien. Les gens disent on se croirait dans la rubrique de Clément. Non, mais... Quoi Ah non, on est à la rubrique de Pascal Pro. Bon bah non, je rends l'antenne, c'est insupportable. Non mais c'est fini, je rends l'antenne. Ah si, il y a quelqu'un qui a compris que c'était Pascal Pro, ton imitation. Ah, exactement, ils ont compris. Bon, bah, quand même. Putain, ça a mis le temps. Compris la rubrique. Moi j'avais pas compris. Moi non plus, j'ai pas la ref. Comme une émission de Pascal Pro. On regarde pas assez ces news, Jacqueline. Comment ça, vous regardez pas ces news ? Bon là, je rends l'antenne, c'est ridicule ce que vous dites, c'est ridicule. Pendant tout ce pitch, il faut savoir que Riley avait des lunettes. C'est vrai que si vous avez vu l'image, ça serait peut-être plus parlant, quoi. Mais j'ai vu, je tenais devant la caméra. J'ai mis une photo sur Discord pour ceux que ça intéresse. Voir Riley en cosplay Pascal Pro. Ok, alors, donc ça c'était un pitch, donc tout le monde a bien compris de quoi allait parler l'épisode du jour, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de commencer ? Bah que c'était une super imitation de Pascal Pro. C'était pas une imitation, c'était un hommage. Hein, c'était un hommage finalement, une passerelle finalement à ce grand homme. Alors attendez, il se passe un truc assez fou, je viens de recevoir une dépêche AFP sur mon téléphone intelligent. Ah bon ? C'est vraiment drôle. Emmanuel Macron, il vient de dissoudre l'Assemblée nationale. Oh putain! En direct là? En direct, là, ça vient de tomber. C'est pas suite à mon imitation de Pascal? Je sais pas si c'est lié ou pas. Mais alors attendez, je suis en train de lire en direct. Ah, c'est assez fou ce qui se passe. Et il y a aussi une réforme de la carte électorale. Et figurez-vous que le podcast Pourquoi Buffy c'est génial devient une circonscription électorale. Ah bah, il était temps. On a le droit d'élire un député. Je veux bien sûr. Comment ça Clément il veut? Non mais c'est payé ou pas ça? Ah oui, c'est bien payé. Évidemment que c'est payé. Du coup j'ai dit oui, moi, votez Clément. Non, oui, moi je me présente aussi. Hein.
Ok, vous êtes deux à vous présenter alors. Ah bah oui. Bon bah alors c'est parti alors, donc campagne électorale alors. Ok. Donc, mais on fait Très comment bien. la campagne là pendant l'épisode? Alors j'annonce, auditeurs, auditrices, pendant l'intégralité de ce podcast, j'annonce, c'est la campagne électorale. Pourquoi Buffy c'est génial. Clément et Riley vont se disputer le poste de député Pourquoi Buffy c'est génial. C'est chaud parce que j'ai des grosses casseroles sur Clément là. Hein. Eh ben, tous les coups sont permis. Alors là, monsieur, montrez-moi vos sources déjà. Tous les coups sont permis et le vote s'effectuera dans les commentaires du podcast. Certes, j'ai une question, c'est un scrutin à un tour ou deux tours? Un scrutin à un tour. Forcément. Donc même s'il y en a aucun qui fait 50%, c'est le premier arrivé en tête qui gagne quoi. C'est la dure loi de la démocratie. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que chez vous, vous êtes prêts pour vous lancer dans un commentaire de l'épisode Homecoming? Très très bon épisode en plus. Munissez-vous de votre souris, de votre Est-ce que vous avez télécommande. l'épisode près chez vous aussi? Parce que là c'est tout petit dans... Sinon, vous pouvez regarder sur Twitch, mais ça va être petit. Mais Ils connaissent par cœur. connaissent l'épisode. Ouais. Attention, je lance l'épisode. Dans 3, 2, Il va dire taupe. 1, taupe. Putain, C'est parti il a dit taupe. pour un épisode complètement fou. Et on commence avec un premier plan qui annonce la couleur. Buffy est seule, déprimée pendant qu'autour d'elle ça s'agite et ça parle de l'organisation d'une grosse soirée à venir. Buffy, bien que visuellement au centre du cadre, au centre du groupe, elle est complètement absente de ce premier plan et ça rappelle une composante forte du personnage de la tueuse. Elle est présente dans le monde réel mais n'en fait jamais pleinement partie. Quelle tragédie. Une couche est ajoutée avec ses amis qui sont eux cadrés en couple 2 par 2. Donc Oz et Willow là, Cordy et Xander. Ouais, exactement. Et ça parle de bus, de van, de limo. Elle est toute seule, Buffy. Buffy est seule et isolée. Et la twist, il va se passer un twist. Il est là. Ah oui. Le pire petit copain de l'histoire des petits copains de C'est qui Buffy. ce gars? Finalement, là. Excusez-moi mais... Ce gros nulos de Scott. Scott, bah voilà. putain. Il sort de nulle part. Voilà, pour Les me gens rappeler- l'oublient, hein. Et là j'adore en fait parce que Cordelia elle dit ce que tout le monde pense évidemment. Bien sûr. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait Il y a un malaise. il y a bien Ouais. pire que Riley en fait dans les petits copains de Buffy, on l'oublie mais tout le temps Scott. Bah, Scott, attendez. il est dégueu. Et il y a un vrai Carrément. malaise. Il y a un vrai malaise dans leur relation. Et là, la mise en scène nous dit l'inverse. La mise en scène nous montre le couple uni. Nous fait nous cadre le couple C'est- ouais, ensemble. Mais l'alchimie ne passe pas. les ouais. dialogues Ouais. nous disent qu'il y a un gros malaise. D'ailleurs, ils sont séparés dans le cadre, hein, on le voit bien. Et Sarma, j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas de previously? Parce que tu as regardé l'épisode précédent et donc. Parce que là, C'est par très exemple, difficile. Angel, on a envie de savoir qu'il est revenu. Scott, il sort de nulle part. Et voilà, séquence suivante, on a la réponse Voilà. à la question pourquoi le couple Buffy ne fonctionne pas. Outre le fait que Scott soit un gros nulos, hein, il y a quand même la présence périphérique du grand amour de Buffy, qui est donc Angel, et on découvre. Il boutonne pas sa chemise, hein, en tout cas. Bah oui, parce que je vous rappelle, il vient de passer Angel. 200 ans dans une dimension démoniaque. Et il avait pas de chemise. Bah il a oublié comment on boutonne les chemises. C'est compliqué quand même, Oui, des bien boutons, sûr. tout ça. Évidemment. Il y Et- a un rideau chez lui, en tout cas, ça c'est important. Il est, mais il est pas en forme. Hein. On voit, il est pas. Non, il est non, pas en il est pas au forme. top. Il est moyen. Et la mise en scène là encore est super, bravo David Greenwald. On est du point de vue d'Angel, on est avec Angel en permanence, c'est lui qui compte, c'est ce que lui ressent qui compte, et c'est à ça, c'est ce point de vue que David Greenwald a voulu explorer. Il souffre, hein, pardon. Ouais, non mais t'as raison. Ouais, t'as raison, Un coupe-nous. autre réalisateur ou une autre réalisatrice serait peut-être resté focalisé sur Buffy comme dans la première scène. Mais là, Greenwood, on l'a dit, c'est lui C'est qui le a... spécialiste de Angel en fait. Il connaît même mieux Angel que Whedon, ça se trouve. Et là, il a voulu se mettre de son point de vue et il nous explique par sa mise en scène que Angel est dans le même état d'esprit que son ex, que Buffy. Lui aussi ne se sent pas complètement à sa place dans ce monde réel. Il n'est pas prêt. Il tourne le dos au monde réel, à Buffy, à l'extérieur, là qu'on voit dans le fond du cadre. Il n'est pas prêt encore. Il tourne le dos à sa vie d'avant. Et d'ailleurs, on peut noter que David Greenwald, c'est son dernier script, dernier épisode qu'il écrira avant de passer complètement sur Angel. Mais en fait, il part préparer Angel après. Parce qu'ils Elle savent- vient de ils lui savent annoncer des- qu'elle avait un copain quand même. Hein. Priorité directe. Et là, justement, c'est là Scott. qu'il se retourne. Oui. Mise en scène géniale. Elle parle de Scott et c'est là qu'il se retourne. Et c'est là Oula, qu'on a, doucement, ouais. on a un indice sur ce qui pourra ramener complètement Angel dans le monde des vivants. Ce sont ses sentiments envers Buffy. C'est les seules choses qui le rattachent au monde des vivants. On en a parlé dans le podcast 52 qui était entièrement consacré à Angel. C'est un personnage Oui, c'est hybride, vrai. à cheval entre le monde des morts et le monde des vivants. À chaque fois qu'il
qu'il veut faire partie des vivants, il doit en faire l'effort. La transition est géniale. Ah oui, elle se fait larguer juste après. Ouais, mais elle se raconte des histoires un peu quand elle raconte à Angel, hein, c'est vraiment... Oui, bien sûr. Elle exagère un petit peu sa Elle essaie relation de avec se Scott, convaincre et elle-même. juste après, la transition est géniale parce que Scott la largue. Il se rend compte que Buffy n'est pas pour lui. Et ben oui, parce plutôt que lui, il n'est pas pour Buffy. C'est plutôt ça. Twist, je sais pas s'il a un complexe d'infériorité ou si. Pas du tout. Ou l'inverse, justement. Non, mais il a compris que la meuf, on avait rien à faire de lui, quoi. Elle est. Voilà, c'est ce que n'aura pas compris Riley plus tard, quoi. Par exemple. Différent. Intéressant ce Scott finalement. Donc là, Scott, non, Scott, il est quand même super vache. Il lui dit ouais, tu as changé, tu étais pleine de vie, et maintenant, enfin. Ouais, parce qu'il a rien compris à Buffy. Non mais parce qu'ils accentuent justement la transition pour que ce soit vraiment dur pour Buffy avec ce plan où la caméra s'éloigne et toute seule dans le couloir. Et entre temps, alors on va pas rappeler tous les épisodes précédents, mais effectivement, entre temps, pendant la relation Scott Buffy, c'est dans l'épisode d'avant que Angel est revenu est revenu à la vie. Donc effectivement, le comportement de Buffy a changé suite à cette information. Oui, l'amour de sa vie est revenu, donc oui. Priorité au direct, des jumeaux allemands à l'image. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Des jumeaux avec des jumelles. Des jumeaux et des jumelles. Ça c'est marrant comme idée d'allumer un écran et de zoomer dedans. Et là, si on s'amuse à analyser cette scène, voilà, Buffy, elle est. On est les jumeaux, on est Monsieur Trick et le vieux monsieur là on regarde Buffy nous aussi à travers un écran et on se délecte au coin du feu comme lui des mésaventures. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Derrick est dans Buffy? C'est Derrick? Bah ouais, non? Il y a un air de Derrick. Il y a un air. Au début. Monsieur Trick. Mais il y a une mise en scène assez intéressante avec des mouvements de caméra, je trouve assez intéressant. Moi ça m'a fait penser aux prémices un peu de l'initiative, ces mecs en col roulé noir, un peu, c'est pas du tout l'ambiance Buffy, c'est... Ambiance très technologique. Ouais, et ce que sera un peu la saison 4, et on sait que la saison 4 est pas trop appréciée. Elle est décriée, malgré toutes ses qualités. Bien sûr. Donc peut-être, je vois ça un peu comme peut-être un essai de ce genre. Mais bien sûr. Ouais, à chaque saison, de toute façon, Buffy essaye des trucs, l'équipe ils essayent des trucs, genre... le beau-père de le beau-père, juste un cyborg. Ouais, non, il y a quand même, il tente des choses à chaque fois. Il y a Moloch ça en fait, saison 1. Ça fait une des forces. Moloch. Excuse-moi. Ça fait. On dit Moloch, oui. Ça fait une des forces de. Générique saison 3, Sartman. Il est super. Bah ouais. Mais avant le générique, on a eu une dernière réplique qui était intéressante, c'était That's the target, c'est la cible. Une réplique qui mettait en évidence le double univers de ce teaser, qui jouait un peu sur la romance et l'action. Parce que la target, ça peut être une cible dans une histoire d'amour, mais aussi une cible de la chasse. Mais là, voilà, priorité au direct, le maire de Sunnydale est énorme personnage qui nous est présenté par le point de vue d'Alan, le petit Alan qui a peur de ce personnage. Voilà, on le voit pas tout de suite, la caméra l'évite, elle évite le maire, elle évite de nous le montrer tellement. Elle nous montre sa tête, quoi, parce qu'il a pas de face. Ouais, on en a presque peur. C'est un personnage qui impose tellement, qui a tellement de pouvoir, qui est tellement dangereux que donc Alan en a peur. Il a été présenté d'abord par la peur qu'il renvoie à son collaborateur, et ensuite même la caméra en a peur. Et donc c'est la première fois qu'on voit le maire, la première fois de la série qui nous est présentée. Une scène géniale avec le couteau. Ouais. C'est pas un couteau, c'est pour ouvrir les enveloppes. Coupe papier, juste tu dis il y a ça. Tu dis il est dangereux. Tu dis voilà, il y a un truc qui pue avec ce personnage. Alors justement, un truc qui pue, il a les sens surdéveloppés. Parce qu'il a l'odorat surdéveloppé. Oui, du coup, tu te dis peut-être qu'il a un truc maléfique chez lui, un truc surnaturel. On joue un peu sur le côté est-ce qu'il a des pouvoirs, est-ce qu'il est jusqu'à la fin où. Et vu que c'est un personnage extrêmement ambigu, la scène est très ambiguë. Tout est ambigu dans cette scène. Alan a peur alors que le maire semble très gentil. La musique, elle, est inquiétante alors que le gars donne juste des conseils d'hygiène. Il cherche à être tenu au courant. Du coup, ça le rend flippant, sans vouloir t'interrompre. C'est ça, c'est ce que je dis. Il cherche à être tenu au courant d'agissements de terroristes, alors que paradoxalement, il dit ça en souriant. Voilà, tout le personnage du maire est campé par ses répliques et par cette ambiguïté de mec débonnaire, mais avec un pouvoir sans limite. Là, on est sur une super séquence de photos. Mais photos pour le livre du lycée, le yearbook.
C'est très très bonne Voilà, scène et on Willow. remarque qu'il n'y a pas eu Buffy dans les photos. C'est ça. Ça c'est pas de bol. Et Willow, inadaptée sociale qu'elle est, voilà, elle a essayé de sourire, ça marche pas, elle a été prise en photo quand même. Putain, Non, en j'adore. fait, chaque photo qui a été prise, la résurrection, c'est une caricature de chaque personnage. C'est marrant quoi. Et C'est bien fait. Cordelia lâche le mot important de cet épisode, compétition. Ah, voilà. Et c'est pas innocent qu'elle utilise ce mot à la place du bon terme, parce que c'est à une élection qu'elle va participer, mais elle utilise le mot compétition. Pour elle, cette élection va être une vraie compétition avec des gagnants, des perdants, à la différence d'un suffrage. On verra les liens ou les différences qu'on peut faire entre ces. Donc là, il réalise que Buffy elle s'est pas fait prendre en photo. Et là, c'est drôle parce qu'elle demande de la glace et lui demande si elle s'est blessée. Et transition, boum, on voit la combattante qui, elle, peut se blesser. Alors que Cordelia, c'est pour resserrer les pores. Cordelia, oui, la glace, c'est pour être jolie. Exactement. Alors que la vraie meuf qui aurait besoin de glace, elle n'en a pas besoin. Elle fait de la bagarre. Et là, on voit Face. Ouais. Excusez-moi, pardon. Face qui est arrivé il y a 2 épisodes seulement. C'est les tout débuts où c'est une version bad girl de la tueuse. C'est ça, carrément, ouais. C'est la tueuse qui tourne mal en fait, faute d'entourage. C'est ce qu'elle dit dans le dialogue en fait, qu'on sous-entend, parce qu'il n'y a pas eu de préjudice, je te l'ai dit, ça ou pas. Elle dit, moi je sors avec des mecs et après le lendemain je les dégage. Quoi. C'est totalement l'inverse de Buffy qui est ultra romantique. Bien sûr. Bobby, Rashad. You don't phone, you don't bite. Where's the love? C'est ça. Ah, un plan Owen. On a loupé. Ah, le plan Owen, non, mais c'est hyper merde important. de plan Owen. Mon frère s'appelle Owen, je l'ai dit pas. Non, mais redis-le. Mais c'est hyper important, mon frère s'appelle Owen. D'accord. Et surtout, non mais dis-le, c'est un plan qui revient depuis la saison 1. Cette scène, elle est horrible. Ah, pardon. Ouais, vas-y. On était sur le plan Owen là. Le plan Owen, c'est important, c'est quand même un oui, je sais. C'est un plan qui est réutilisé d'épisode en épisode pendant 3 saisons. De saison en saison. Qui vient de l'épisode Never Kill a Boy on the First Date, l'épisode dans lequel Owen joue, premier rendez-vous manqué en VF. Et ce plan donc de la fontaine avec les figurants est réutilisé en permanence. Et donc là, même 2 ans après, en saison 3, il est utilisé. Premier épisode du podcast. Mais priorité direct, Buffy parle avec une prof qu'elle adore et cette prof-là ne la connaît pas. C'est ça. Buffy qui Bonsoir. Donc là, on est dans la thématique. Je suis au 4e rang. Oui, on est dans la thématique de de la reconnaissance, de la popularité finalement. C'est complètement ça. Oui, là on est dans on est dans le premier acte, donc le thème quoi. C'est assez appuyé dans chaque scène. Voilà, on appuie ce qu'on veut mettre en avant, c'est que Buffy est isolée, seule, elle ne fait pas partie de ce monde, et donc c'est remis en avant en permanence, là encore avec ce plan où Buffy est seule, isolée au milieu des autres. Avec les autres persos qui ne la regardent pas. Elle est pas isolée, mais oui, c'est les autres personnages ne la regardent en fait. Elle disparaît de l'album photo, elle disparaît de ses profs la connaissent pas, enfin elle est invisible. Et on peut faire rien avec l'épisode de la saison 1 d'ailleurs, Out of Mind, Out of Sight, où c'est pareil, elle disparaissait de. Elle le demande, elle vient de demander à Oz est-ce que je suis invisible, est-ce que les gens me voient pas, et effectivement dans cet épisode Out of Mind, Out of Sign, où une adolescente qui n'avait pas d'amis disparaissait petit à petit, et ben il y avait déjà une campagne électorale de Cordelia pour être reine de mai, et là c'est pareil, on est encore d'une campagne, donc voilà, on met cette campagne où quelqu'un essaye d'être mis en avant, mis dans la lumière, et ben à contrario on met face à cette Cordelia qui veut prendre toute la lumière, Buffy et d'ailleurs au tout début de la scène de la cafétéria là, il y avait un truc de mise en scène assez important où Buffy était face caméra, elle se faisait voler la vedette par Cordelia qui passait devant au premier plan pour lui voler la lumière en fait. C'est complètement ça ce que nous dit ce premier acte, c'est que Buffy elle a beau être tueuse incroyable, super forte, son petit ami veut pas d'elle, les profs la connaissent pas, ses collègues de lycée ne la connaissent pas. Celle qui est dans la lumière, c'est Cordelia parce qu'elle concourt à l'élection de reine du bal, de Homecoming Queen. Et Buffy vient de défier Cordelia. Mais oui, ça y est. Ça y est. L'épisode commence finalement, la campagne commence. Là, voilà, sauf que le complexe de supériorité de Buffy ne peut pas laisser passer ça. Et tu as réveillé la prom queen qui est en moi. C'est ça, une compétition à laquelle elle n'est pas invitée. Transition encore avec Monsieur Truc qui parle de compétition. Ouais. Le mot est lâché de son côté parce qu'il va y avoir une double compétition dans cet épisode. Ça lie l'épisode thématiquement. Exactement, une compétition donc électorale de la reine du bal, et une compétition d'une espèce de chasse où voilà, là aussi il y a plusieurs candidats pour savoir qui va être le meilleur chasseur de tueuses.
Donc Monsieur Trick. Ce qui nous donne une galerie de personnages assez marrants. Moi je trouve ce mec en jaune déjà. Et puis voilà, là on est dans le Buffyverse. Et comme dans le monde politique, chacun représenterait un parti avec chacun des idées ou un programme différent, une manière différente de gagner, mais ils veulent tous la même chose, tuer les tueuses. Tuer la Slayers. Parce qu'on nous présente, c'est ce que Monsieur Trick nous présente, le Slayer Fest 98, la compétition à laquelle... il est cool ce méchant, moi je l'aime bien, il a un petit côté smart désagréable. Et puis la présentation des différents groupes. D'ailleurs, le frère Gorch, on l'avait déjà vu dans Bad Eggs. Bad Eggs, tout à fait. Saison 2. Son frère se fait tuer. Et il revient avec Candy, sa femme, et il s'est marié depuis. Mais c'est ça que j'adore dans Buffy aussi, c'est que les personnages reviennent. Enfin, il y a tout un univers génial quand même. C'est vrai, je me disais que je les avais vus quelque part déjà. Ça joue sur la mémoire du spectateur, et il y a quelqu'un qui faisait remarquer dans le chat qu'on découvre en saison 7 ou 7 que Scott est gay en fait finalement. C'est-à-dire qu'ils ont... Scott est toujours là jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. En fait, il y a un personnage qui dit que Scott est devenu gay, mais c'est un clin d'œil au fait que Scott joue dans une série Queer as Folk où il joue un personnage gay, et c'est un clin d'œil à l'acteur qui joue Scott, qui jouait dans une autre série. D'accord. C'est des choses, ce serpent. Par contre, là, présente donc début d'acte 2, séquence la plus what the fuck de toute l'histoire de la série. J'ai pas peur de le dire. Moi j'ai l'impression. Evil Dead, on a dit. Alors, mais oui, je me retiens depuis tout à l'heure. Pour moi, une romance entre Xander et Willow, ce n'est pas possible. C'est personne mais bien sûr que si. Son frère et sœur, ils ne sont pas faits. T'as écrit c'est dégueu. Bah c'est dégueu, moi ça me fait. Non mais je suis pas dégueu. Mais c'est pas dégueu. Je vais être malade. Moi j'ai une interprétation. Allez-y parce que moi je peux pas commencer. Vas-y, en fait, je t'en supplie. ils sont sous l'influence d'un charme en fait. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, mais bon là je suis en train de spoiler, mais à la fin de la scène il dit en fait c'est à cause des vêtements. Enlevons-les. Ah bah non. Mais c'est vraiment ça en fait. Ils se laissent, on sent monter le truc. Et ils sont en train de se transformer, ils mettent des vêtements qu'ils mettent jamais, donc ils sont dans une situation qui est totalement inhabituelle, et ils se laissent charmer en fait. Non mais tu parles de magie ou de juste le charme de l'amour? Les deux, non, de magie, il y a quelque chose de magique. Mais qui a lancé une sort magique? Il n'y a pas de sort, mais c'est le simple fait des vêtements. C'est le charme qui agit en vous interprétez, c'est juste que... Ouais, c'est une interprétation totale, mais c'est l'impression que j'ai eue en voyant cette scène. C'est la sorcière Pop-Pom Girl, c'est elle qui a lancé le sort. Pour moi, depuis le début de la série, ils le disent, c'est ambigu entre le Xander et Willow, il y a un triangle, Willow est amoureuse de Xander et Xander est amoureux de Buffy, enfin, il y a depuis le début, donc là, saison 3, il faut jouer avec cette relation. Surtout qu'ils sont en couple là tous les deux en même temps. Donc il y a un truc un peu c'est encore mieux pour jouer cette relation. Exactement. Mais là, clairement, il joue un rôle. Regarde, il s'habille jamais comme ça. Mais oui, mais ça participe à ce moment d'attractivité. C'est filmé bizarrement cette scène. Extrêmement mal réalisé. Les plans larges là ont sûrement pour but de mettre en valeur leurs habits d'adultes, mais ça marche pas du tout. On voit qu'on est des plans larges en studio. On est dans un studio minable. Ça ressemble pas du tout à une chambre. On dirait notre école de ciné qu'on a fait. Vous vous souvenez? Exactement. Genre, vous vous rappelez qu'on a agrafé le papier peint sur les murs pendant des heures? J'ai l'impression qu'ils ont agrafé le papier par là. Non, c'est moche. On va pas parler de ça. Si on balance nos vies privées, ça va Clémence? Non mais non mais le truc. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. Ils se mettent à danser, tout. Je vous dis, ils sont pas. Tu fais partie des gens qui disent berk aussi. Mais ils sont pas dans leur état normal. C'est clair. Je suis Team Jacqueline. Non, je suis d'accord. Mais où est votre... C'est une évolution normale du scénario. Exactement. Où est votre romantisme? On est saison 3. Je vais vomir. Ah le bisou. Mais ils peuvent pas. Je suis malade. Ils peuvent pas être ensemble et en même temps ils en ont envie. Mais vous n'avez rien compris de la tragédie de la situation. Putain, je me casse. Je rends l'antenne. Ce que vous dites est ridicule sur ce plateau. Mais non, mais sérieux. Ah non, mais moi j'étais complètement à fond. C'est ça là. Bah dites ce que vous voulez. Ça doit être les vêtements. Ça c'est une réplique géniale. Il faudrait qu'on les enlève. Ah bah non du tout. Eh ben évidemment que si, mais oui, mais en fait non. Oh là là, mais moi cette scène j'ai vraiment kiffé. Non mais après il y a des quiproquos après cette scène qui sont intéressants dans la suite de l'épisode, mais elle est what the fuck. Je suis d'accord, elle est what the fuck. Qui est d'accord avec toi? Voilà, nous entrons dans la campagne. La campagne électorale est lancée. Direct, on est dans la campagne. C'est l'analyse SWOT. La compétition qui devient même une guerre ici, Buffy qui dit a campagne is like a war. La campagne c'est comme une guerre quoi. Et parce que ça l'arrange bien. Campagne, guerre, c'est tout à fait dans le. C'est évidemment un terme guerrier la campagne. Militant, ça vient de militaire, c'est exactement ça. Exactement, et ça l'arrange bien Buffy parce qu'en termes de guerre, dans le domaine de la guerre, elle se débrouille plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'elle veut tout faire, s'occuper de cette campagne comme si c'était un plan de bataille.
une bataille contre un démon. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle doit buter un démon? Elle réunit son Scooby Gang. Et c'est ce qu'elle fait là, réunion de crise. Vous notez qu'elle a fait un tableau derrière. Et les thermomètres, ça est censé représenter quoi? La chaleur de la situation. C'est vrai que c'est bizarre le thermomètre. On sait pas. Ouais. C'est une sorte, l'iconisme du truc. J'ai très très bonne réplique à noter dans cette scène. Tu devrais inviter tous les gens qui étaient venus à la fête pour ton retour. Ah non, ils sont tous morts tués par des zombies. Très très bon ça. Oui. Chaque scène, c'est. Alors là, c'est catastrophique ce qui va se passer. C'est un peu triste pour Buffy. Ouais. Ça c'est forcé, non? Un peu. D'où ils sont tous pour Cordelia maintenant, quoi. Parce que justement, c'est expliqué par la scène juste avant. Et elle, ça fait 6 mois qu'elle la prépare cette élection. C'est-à-dire que Cordelia, elle ne vit que pour cette élection. Donc elle débarque pas comme même Oz qui dit je suis Willow. Détail, regardez la manche de Buffy jusqu'au bout de ses doigts. C'est parce que Buffy, Sarah Michelle Gellar, s'est pété un os pendant cet épisode, pendant le tournage de cet épisode. D'accord. Dans une scène de bagarre. Et pour donc cette scène, elle avait une plâtre ou une attelle qui est cachée par la manche de son gilet. Oui, on le voit d'ailleurs. On voit finalement. Il a l'œil ce Surfman. Mais en fait non, c'est parce qu'elle est nerveuse Buffy à ce moment-là, c'est tout, voilà. Jay, c'est énorme. Elle boit du jus. On voit pas beaucoup de Jay dans cet épisode, mais il est bien quand même. Jay, ils s'en fout dans celui-là. Bah pas du tout, il se fait assommer plus tard. Donc bah ça va alors. Buffy, elle avait fait un tableau des forces et des faiblesses de ses adversaires. Ce plan génial où elle casse la bouteille. Avec sa main valide, elle expose des bouteilles. Ouais, c'est énorme. Et là, une super scène un peu clip avec une musique où on voit Cordelia et Buffy faire campagne, finalement. C'est parti pour la campagne électorale à fond. Tous les passages obligés, le classique d'une campagne sont repris, mais à la sauce lycéenne. Donc il y a la tractation sur les marchés, on voit ça dans tous les JT pendant la campagne, qui se transforme en distribution de tracts, en distribution de flyers dans les couloirs. J'adore cette scène parce que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans les campagnes, les militants qui recouvrent les affiches des autres, de la concurrence. Et ben là, sauf que là, elle a pas de militants, elle a pas d'équipe de militants pour faire ça, donc elle le fait elle-même. Buffy, elle colle les affiches. On voit aussi, on va la voir recruter des nouveaux soutiens en discutant avec les sportifs ou en discutant. On verra Cordelia plus tard discuter avec les clubs des geeks. Elle est super élégante là, vous avez remarqué? Ouais. Ah bah elle est en campagne. Scott, elle est en campagne. Il y Scott qui va voter pour elle, c'est déjà ça, Scott. Montage parallèle cool avec aussi le Sayerfest. Oui, là aussi ça se prépare. Eux aussi se préparent. Ils s'entraînent, quoi. À la compétition. Il y a double compétition. Une chasse, c'est une chasse. Exactement. Tu as mon vote. Merci Scott, super. Scott qui pécho à la fin d'ailleurs, spoiler, mais on le voit. Mais Scott, on l'emmerde. On l'aime pas, on l'aime pas nul. Dis donc, t'avais oublié Scott. Très important. Et alors Buffy qui est manipulatrice, elle a la liste des gens, elle sait chaque personne. Je dirais plutôt qu'elle est stratégique. Mais attendez, c'est la base, les amis. Je vous rappelle que vous êtes en concurrence aussi pour gagner des voix. C'est vrai, j'ai des casseroles. Donc, voilà, vous devez regarder dans le chat qui vous devez aller chercher là. Je vais m'inspirer. Voilà, tu coches à chaque fois. Regardez comment font Buffy et Cordelia. Buffy donne des cupcakes à ses futurs électeurs et Cordelia arrive juste derrière. Je te resserve un verre, Jacqueline. Mais je vote pas, moi, c'est le chat qui vote. Ouais, le chat. Il essaye de m'acheter avec du vin. Je tiens à dire que. C'est moche. Je tiens à dire que Fabrice a raison, la réalisation est très soignée. Il fait bien de le signifier. Merci Fabrice. Cordelia arrive. Clément, j'ai des casseroles. Cordelia arrive juste derrière avec des paniers garnis. Voilà, la surenchère est mise. On a l'impression d'assister à une campagne électorale à la Trump un petit peu, où la richesse de Cordelia va lui mettre toutes les voix de son côté. Ouais, c'est très américain ça. Hein. Ouais, complètement. Oui, c'est assez. C'est pas une campagne sur les idées, c'est plus sur le paraître. Oui, c'est que sur les clichés et sur les mauvais coups. Parce que là, on continue dans les coups bas avec Buffy qui essaye de manipuler un peu son ami Willow. Elle sait que fouiller dans les. Ah oui, c'est Willow travaille pour l'adversaire. Mais elle essaye de récupérer le fichier où il y a en gros. Voilà. Le fichier de campagne. C'est génial parce qu'elle est observée par les jumeaux. Justement, à ce moment-là, ça fait très Watergate, crise politique. Complot. You know, Jonathan, I've always felt a special bond between you and me. Cordelia gave me $6. That buys a whole lot of cupcakes. Are you kidding? I've been doing the Vulcan. Là, Cordelia qui parle avec les fans de Star Trek, là, on n'y croit absolument pas. C'est super drôle. Et là, ça va monter très très chaud parce que Buffy se rend compte que
que Cordelia a donné de l'argent carrément à Jonathan pour qu'il vote pour elle. Ça tire encore, quand même. Alors que Buffy, elle ne proposait, ça a été coupé, c'est un échange qui a été coupé dans le montage, mais Buffy menaçait Jonathan de le taper. Enfin voilà, les deux candidates vont beaucoup trop loin. Une menace physique et corruption avec de l'argent, et Buffy n'est pas contente et en vient à confronter Cordelia, et là la tension monte beaucoup entre les deux amies. On sait plus trop si elles sont amies à ce moment-là, en tout cas elles sont rivales. Et heureusement que que Xander et Willow sont là pour séparer, parce que là ça va beaucoup trop loin. Ever happen? Ever? I know. It's just... voilà, donc là on va comprendre pourquoi ils ont si facilement décidé de soutenir Cordelia. Et il y a un quiproquo entre eux en fait. Et en fait ils ont tellement mauvaise conscience que du coup ils sont mis à faire la campagne de Cordelia. Le décor vous dérange plus. Là tout d'un coup on s'en fout que ce soit dans un décor... Je sais pas, là c'est filmé en gros plan. C'est un peu moins mal filmé. Ouais bon d'accord. N'empêche, ce qui compte c'est leur échange. Un coup ils parlent de leur couple, un coup ils parlent de l'histoire Cordelia. C'est ça. Exactement. Moi tant qu'ils s'embrassent pas ça me va, hein. Xander et Willow font qu'ils veulent, du moment qu'ils s'embrassent pas ça me va. On a compris ça, vous êtes bizarre, hein. C'est normal, saison 3. Et là on voit, toujours pour filer la métaphore du monde politique, on a l'impression d'avoir deux amis au milieu d'une primaire, voilà, on est dans le même parti, mais on doit choisir entre deux de nos amis. Voilà. Exactement. C'est pas facile, et tu les sens tiraillés exactement entre deux personnes. Oui, il y a un conflit de loyauté terrible là entre eux. Ils savent pas quoi faire. Il y a un conflit de loyauté et une attraction sexuelle qui s'impose aussi. Faut quand même le reconnaître. Je refuse de le voir. Je vois bien, mais du coup ils vont pas le faire, t'inquiète pas. Attention, le plan, regardez encore une fois ce plan signature de l'épisode, travelling arrière sur Buffy seule au milieu de l'écran, on l'a encore une fois, on l'aura une dernière fois à la fin de l'épisode, et là qui le conduit où ? Qui le conduit dans la limousine, mais la limousine est mise en scène comme étant un piège. Si vous tendez l'oreille, vous voyez que le son de la fermeture du claquage de porte est volontairement sur... Oui, mais toi et les portes, hein. Même les portières, c'est bien. Non, mais il est très très fort exprès pour montrer le piège dans lequel se retrouve Buffy, un double piège, un piège tendu par ses amis, hein, qui ont fait la surprise à Cordelia et à Buffy de les mettre toutes les deux dans la limo pour qu'elles règlent leurs problèmes. Bonne surprise. Et ça, elles ne le savent pas encore, mais c'est aussi un piège de Monsieur Trick, parce que le conducteur de cette limousine n'est autre qu'un des jumeaux maléfiques qui va les conduire. Il met une oreillette, il est très très méchant. Ah bah oui, une oreillette. Il est allemand. Conduit-les dans la forêt. Et là, on va arriver vers des références. Ce qui est marrant, c'est qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont en train de s'engueuler. Il n'y a pas du tout de... Oui, Buffy... de notion de... Elles sont pas du tout en ville, elles sont même pas par la fenêtre. Elles sont deux, il n'y a qu'un bouquet déjà, c'est un peu bizarre. Mais... Ça donne de l'enjeu en même temps. Ouais, mais voilà, il n'y aura qu'une cœur à l'enjeu. Le bouquet, pardon. Et elles n'arrivent pas à régler leurs différences, elles passent le trajet à continuer de se prendre la tête en fait. Il va leur falloir un peu plus qu'un tour en voiture pour régler leurs problèmes. Et ça tombe bien, vu qu'ils vont arriver dans ce que j'appelle la maison d'Evil Dead. Attention, mais moi depuis tout à l'heure, alors là, tu vas voir. Pas encore, là on arrive à la fin de la télé. La scène de la VHS où Monsieur Trick explique ce qu'est le Slayer Fest. Vous êtes dans un jeu. Donc cette VHS là, ce magnétoscope, c'est une référence à Lost évidemment, Riley. Pardon ? Non, à Twin Peaks. Si, bah oui, non, pour moi c'est plus une ambiance David Lynch. Ah bah complètement, la télé 4 tiers au milieu de la forêt. Oui, non mais le rideau rouge derrière. Non, c'est clairement David Lynch. C'est Twin Peaks. Ce qui est vrai par contre sur Lost et Damon Lindelof, c'est que là en fait il y a une référence, je pense, aux chasses du comte Zaroff. Ouais. Qui est un film des années 30, même avant. De 1924. 1924. Et Damon Lindelof, il a fait une sorte de nouvelle adaptation de la nouvelle en 2020, souvenez-vous. The Hunt. Qui est pas un super film. Bon. Mais c'est la même idée, qu'on se met à chasser des... En fait, que l'humain qui est la proie idéale, puisque c'est la plus intelligente, entre guillemets. Regardez-les, ils sont rongés par la culpabilité. Et oui, pendant ce temps, les amis de Buffy et Cordelia sont à la soirée, mais surtout on sent Willow et Xander extrêmement mal à l'aise. Oui, je l'ai pas noté, mais pendant la scène
de la réunion de crise à la bibliothèque, il y avait un détail rigolo où Xander et Willow faisaient exprès d'être espacés. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre sur une table, mais ils faisaient exprès d'être espacés. Ils ne voulaient surtout pas se toucher suite à la scène précédente dans la chambre où ils avaient échangé un peu de salive. C'était un peu Jace qui a fait une excellente vanne en disant il y a un problème, il faut y aller. Et en fait non, super, une genre de vanne de Clément en fait. Jace il a 3 répliques dans cet épisode, mais bon, on est un peu déçus. Mais... il se fait assommer quand même. J'adore Cordelia qui pense qu'il y a une chose, c'est se barrer en fait. Aucune solidarité entre elles quoi. Bim. Aucune. Premier. Il y a le chasseur humain. C'est léger, mais le début de la sororité commence. Ouais, mais c'est Cordelia qui prévient Buffy du piège à loup, de l'éviter, et elles vont finir par le comprendre. Les deux jeunes femmes, elles doivent s'entraider pour sortir de ce piège tendu par Trick et ses amis chasseurs. On n'a pas dit d'ailleurs, il y a un humain, il y a des vampires, il y a un démon, je crois qu'il essaye de nous montrer tous les personnages. Et il y a les jumeaux allemands, je sais pas si c'est une catégorie à part. et là, donc c'est le premier, un chasseur vêtu d'une peau de bait, qui se fait avoir en premier, quoi, qui est un peu nul. Oui, il est un peu nul comme chasseur, c'est clair. Parce que justement, eux, les chasseurs ne coopèrent pas entre eux. Ils on va le revoir après, ils vont pas s'aider, effectivement. Face qui règle le problème avec Scott en faisant une sorte de. Elle est géniale. Elle parle des MST. Je l'adore. Parce que Scott il a pas perdu son temps quand même. Non mais là je crois qu'il est grillé. Hein. Face c'est le meilleur personnage. Ouais, elle apporte un vrai truc dans cette saison 3 quand même elle apporte un vrai truc dans la série. Je sais plus quoi dire, il commente le buffet quoi. Je vais retourner à la librairie, je serai plus à l'aise. Ouais, le gars il est dans une soirée, pour une fois il n'y a pas de démon à combattre, il est malheureux en fait. Il est malheureux. Et puis les gens font la gueule, hein. Willow et Xander ils se parlent pas et tout. Oui, Buffy n'est pas là. Bonne série, c'est bien. Donc ils sont persuadés qu'elles sont en train de régler leurs problèmes quoi. C'est pour ça qu'ils sont pas plus inquiets que ça. En fait. Et puis pas du tout. Buffy et Cordelia vont se débrouiller. Et voilà, nouveau lieu, nouvelle situation pour nos adolescentes qui débarquent dans une cabane qui nous rappelle un petit peu, comme tu dis Clément. Quand même. La cabane dans les bois. Depuis le temps que j'attends ça. Non, c'est clairement la cabane des Vidled. Je vais le redire. I'm never gonna be crowned homecoming queen. I'm never gonna graduate from high school. I'm never gonna know if it's real between me and Xander, if it's just some temporary insanity. Voilà, là on met en place une situation de siège où Buffy ferme les rideaux, barricade, voilà, elles sont prêtes pour tenir le siège, pour être entourées, agressées. Prêtes. Et là c'est intéressant parce que donc Cordelia découvre le monde de Buffy. Buffy qui... on l'avait déjà vu avant quand même. Alors oui, justement, oui. Ouais, c'est une redite un peu de ce qu'on a déjà vu en saison 2 finalement. Cordelia ressent ce que ressentait Buffy dans le lycée en fait. Buffy qui n'était pas à sa place et qui n'arrivait à rien dans ce monde lycéen de popularité. Cordelia ressent ça dans ce monde macabre, plein de violence. Et là, elle n'est pas du tout à son aise. C'est tout la base de la série. On change de terrain en fait. Chacune a son terrain de jeu et là, ça. Et elles sont toutes les deux en robe de soirée. Je trouve ça très intéressant. La spatule de Cordelia, c'est là. Priorité direct sur la spatule, ça a été hyper important en plus. Et voilà, on sent Buffy super à l'aise malgré la robe de soirée. Elle a tout de suite pris en main le fusil et tout. Cordelia, elle s'arme d'une spatule, on la sent un petit peu moins. À l'aise. Oui, alors qu'il y avait un téléphone. Le coup du téléphone est quand même assez excellent. Ah voilà, le téléphone. C'est là le téléphone. Giles, allô, oui, ça coupe. En plus, il sert à rien, Giles, le pauvre. Comme dans un film d'horreur. Enfin, il aura un répondeur, c'est le répondeur de Giles, effectivement. Il va écouter plus tard. Et c'est là que donc le démon passe près du chasseur et ne va pas l'aider. Il l'aide pas, non. Contrairement aux deux. Tu veux que je te coupe la jambe? Tu veux que je te coupe la jambe? Non, c'est bon. Il joue au J'aurais ta peau. Pour la référence des inconnus, je sais pas si vous l'avez. Il faut la placer. J'aurais ta peau. Ah, j'adore ces vieux répondeurs là, ils sont géants. Giles écoute enfin le message. Il y a un souci, il boit son café, son toujours thé, pas de réplique, il ne parle pas. Son thé, bien sûr. Et on le verra pas agir. Après il se fera assommer. On l'aura même pas vu quoi. C'est vrai que il sert à rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il sert à rien. Et là, non, mais elle doit se débrouiller toute seule. Cordelia va mettre des mots sur ce qu'on disait tout à l'heure, le changement d'ambiance. Et elle dit with you it's
it always ends in violence and terror. Avec toi, ça finit toujours en violence et en terreur. Et Buffy lui répond Welcome to my life, bienvenue dans ma vie. Bah oui, c'est ça le monde de Buffy, c'est pas les histoires de petits copains et d'élections de reine du bal et les soirées. Buffy, c'est dealer avec les démons. Effectivement, comme vous l'avez dit, on voit ça depuis 3 saisons. On commence à le savoir, mais voilà, c'est répété et c'est mis en scène de manière assez jolie et très explicite au sein de cette cabane. Sauf, oui. Vas-y. Non, il joue aussi Greenwald, il joue sur le double sens du mot chosen aussi, sur l'élu et tout ça, justement, que par rapport au fait qu'elles doivent être élues. Cordelia veut être élue. Oui, Homecoming, tout à fait. Et Buffy et l'élu tueuse. Et j'aime bien l'idée que cette cabane, enfin cette cabane vraiment qui tombe en ruine, qui est vraiment très moche, très glauque, très vieille, ça symbolise la vie de Buffy. Buffy dit ça, c'est ça ma vie quoi. Moi je veux, parce que Cordelia comprenait pas pourquoi Buffy voulait être reine du bal alors qu'elle est déjà tueuse. Mais Buffy lui dit c'est bien d'être tueuse, mais d'être tueuse ça veut dire être dans ce monde glauque, mort, triste, sale. Donc c'est pour ça qu'elle voudrait aussi être reine. Oui, pour s'extirper de ça, quoi, bien sûr. Et elle pourra pas. Parce Cordelia, elle tape avec la spatule. La mort est son cadeau, oui. Mais oui. Elle tape avec elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, mais c'est ses premières étapes pour accepter la vie de Buffy qu'elle va accepter un peu plus tard. Elle tire à côté et elle finit. Reprends la spatule. Oui, tu seras plus efficace. Oh là, plan Evil Dead. Hop. Trop tard, tant pis. C'était le plan Evil Dead. On l'a vu Clément. Et le démon là, démon un peu nul là de dinosaure avec des poignards, c'est Chad Stahelski. Et vous savez qui est Chad Stahelski? Non. C'est le réalisateur des films John Wick. Vous voyez les films John Wick avec Keanu Reeves? D'accord. Il est démon jaune dans Buffy. Il est parce que c'est un gars qui il était cascadeur avant. Oui, exact. Et il a continué sa carrière de coordinateur des cascades de plus en plus. Et avec un collègue à lui, ils se sont mis à réaliser des films, notamment les films John Wick. Il va mourir quand il saute par la fenêtre et s'est barricadé. Il retourne sur la grenade. C'était le début de sa carrière. Les cascades. L'explosion, elle est assez cool quand même. La bagarre était moyenne. Deuxième adversaire éliminé. Non mais. Voilà, en plus, elle saute juste avant. Non, avec un peu arme fatale où elle relève. C'est bien exécuté. Elles ont juste de la suie sur le visage, mais c'est parti. On a survécu une explosion. On continue. Après, je le redis, mais le fait qu'elle soit en robe de soirée, moi je trouve ça hyper graphique. Et il y a un côté mettre en relation. La chasse, les femmes comme des proies en fait. Ça aussi, j'extrapole peut-être un peu, mais on peut voir aussi ces histoires de bals étudiants où les jeunes femmes se font très jolies, s'apprêtent et tout, et vont être un peu chassées par les adolescents en route, voilà. Et c'est un peu ça aussi que nous dit cette scène dans la forêt. C'est vrai, tout à fait. Ces jeunes femmes se font chasser par des chasseurs et qui sachent chasser. Heureusement, elles se rebellent. C'est comme tu sais le lapin dans la chanson de Chantal Gollard qui avait un fusil, tu vois, elle se rebelle pour buter les chasseurs. Ça aurait pu être le générique de fin en effet. Mais non, parce que le plus dramatique, c'est que ce soit le maire qui orchestre tout ça, quoi. Enfin, on va parler un peu. Il se fait embarquer par la police là. Ah bah oui. Alors, il a pas de pouvoir. Là, c'est génial la lecture de comment dire de. Il se fait embarquer. Il est noir. Il se fait embarquer par la police. C'est comme ce truc, c'est un personnage noir et il se fait arrêter complètement arbitraire par des policiers américains. Enfin, c'est cadeau ce plan. Retour à la bibliothèque et là les vampires, monsieur et madame Gorge qu'on avait complètement oublié, enfin moi pour le coup j'avais oublié en préparant. Non mais ils étaient hyper malins, ils les attendaient à la bibliothèque. Bien sûr, voilà, ils sont pas allés dans la forêt. Ils ont assommé Giles, c'est un peu pauvre. Oui non mais ça, assommer Giles c'est un prérequis de la série. Mais la spatule a servi quelque chose. Spatule en bois. Mais qui a une spatule en bois? Ça n'existe pas les spatules en bois, pardon. Mais si, en 99, là, 97. Ça va pas. Les séquences de bagarre sont pas dingos. Non, elles sont pas géniales. Non. Mais tu vois, c'est ça, c'est pas la bagarre qui est importante, là, c'est la confiance en soi en fait. Exactement. Cordelia utilise la meilleure arme de son arsenal de politicienne, elle utilise son charisme dans un discours à la fois provocateur et assuré. Elle fait changer d'opinion le vampire redneck, un peu là, qui pensait... tu changes d'avis mon gars. Elle a trouvé les arguments. Il fait les gros yeux, c'est magique. Et moi Cordelia, je pense que je vais voter pour elle. Elle m'a convaincu, son discours m'a convaincu. D'accord. T'as vu Sauf que moi tu oublies que je propose le plein emploi et une réévaluation des... Attendez, si. En décembre dernier, le 26 décembre, Clément a dit qu'il aimait Charmed.
faux. Si. Alors j'ai déjà- des grosses casseroles sur Clément. Il aime Charmaine, il l'a dit récemment. Alors ça c'est faux. Il y a un article Mediapart. J'aimerais voir. Non mais j'aimerais voir vos sources. J'ai parce des que- sources, j'ai des sources. Ah ouais, Mais- vas-y. Oui, non mais on verra ça. Attendez, j'ai d'autres casseroles, j'ai plein de casseroles sur vous. Déjà la première était nulle. Déjà vous mangez des chats aussi. Ah voilà, on a le fin mot de l'histoire du bouquet quand Il y a même. des gens qui suivent l'épisode. Il y a des gens. Ok, bah, regardez qui arrive. les flics. Ah non, les jumeaux. Terminator. allemands, Et là les jumeaux allemands. Ils sont débiles, ils vont se faire tuer par du PQ. Hansel et Gretel qui arrivent. Buffy qui a une idée, donne-moi du PQ humide. Ouais. Ils vont se faire Alors avoir comme ça. oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on pense de ce dernier Ouais. acte? Ouais, et ils mettent des lunettes vision de nuit, mais il fait à moitié jour. Ouais. Voilà. Mais ils vont. Moi j'aurais préféré que ce soit les vampires les derniers adversaires plutôt que les jumeaux à l'initiative. Tout à fait, mais il a fallu ce basculement voilà, de Cordelia. En fait, Buffy ils vont tirer l'un contre l'autre. quoi. Putain, Big M, t'as raison, en fait, ce mec jouait effectivement Dans Evil Dead. Dans Evil Dead 3. Ah, carrément. Ah, oui, d'accord, grosse ref. Ah, on est sur une la ref. Le vieux il joue dans Evil Dead. Ouais. Ouais, Quel rôle oui, d'ailleurs. il fait l'espèce de Merlin dans Evil Dead 3. Voilà. Ouais, et Buffy. Bref. Et hop, voilà. Tchac, voilà, parce que Buffy est plus forte que tout le monde, et puis c'est tout. C'est les low-tech qui l'emportent sur la high-tech. Ah bah là, carrément. Et un peu l'intelligence également, parce qu'ils ont Oui. l'air un peu stupides. Ouais, ils sont suréquipés, mais bon. Ils avaient l'air un peu Quand t'as trop de matériel, tu réfléchis pas, quoi, tout simplement. Il croit qu'il a gagné ce vieux. D'ailleurs, Il croit qu'il a élu finalement. C'est un poil dommage qu'il n'y a pas de conclusion sur le Slayer Fest, justement, après. Quand ça disparaît totalement, on reste sur Trick. Bah, de fait, s'il y avait eu un résultat, ça veut dire qu'ils auraient chopé une. Non, mais parce que là, ça finit par ah, j'ai gagné et tout, mais en fait, bah non. Ça enchaîne sur le maire qui dit bonjour à monsieur. Le maire, donc. Qui le recrute, en fait. Et oui, voilà, le maire recrute son nouveau conseiller pour sa campagne, parce qu'il le dit, c'est une election year, une année d'élection. Il dit également que the children are our future, we need them, I need them, les enfants sont notre futur, j'ai besoin d'eux. Le maire nous dit clairement, alors on n'est qu'à l'épisode 5, mais on entrevoit l'idée qu'il a besoin des enfants, donc des adolescents de Sunnydale, pour être élu. Rappelez-vous la fin de la saison 3, quand il voudra manger les adolescents sous forme de serpent pour son ascension. C'est exactement ça qu'il dit, il a besoin de la jeunesse, et il veut Trick dans son équipe parce qu'il a senti le potentiel de ce petit gars, de ce petit bâtard qui a plein d'idées démoniaques. La gamification de la chasse à tuer. Ouais, et cette idée après la gentrification, la gamification. Et cette idée d'un homme de pouvoir qui utilise la force vitale des adolescents pour sa propre richesse, son profit personnel. Pour son profit, c'est une idée qui est centrale dans cette saison 3, avec le personnage du maire, qui va utiliser toute la jeunesse via Face, via Trick, via tout ça. On a aussi ça dans Anne, on a ça dans Born Candy, dans Helpless. Voilà, c'est ces vieux mecs qui utilisent la force vitale et la force de travail des jeunes, c'est central dans cette saison 3. Moist towelette? Et on arrive au résultat de l'élection, de cette campagne acharnée. Donc rappelez-vous, il y avait 4 candidates en fait, on avait tendance à oublier, mais il n'y avait pas que Buffy et Cordelia, il y avait également il y avait Clémence et Riley, deux autres. Elles font une Clémence. entrée très remarquée, elles sont sur la 31. Ouais, les robes ont été défoncées. Ont pris cher, ouais. Ce qui est cool à la fin de cet épisode, c'est qu'elles ne vont pas gagner en fait. Et voilà, c'est un résultat que c'est génial. Tous les instituts de sondage étaient passés à côté, quoi. Ce n'est ni Cordelia ni Buffy qui gagnent cette élection. Mais il y a égalité quand même. Il y a quand même une égalité, mais c'est une première. Les deux autres. Donc ça leur laisse un petit instant de doute. Et moi, mon petit avis, c'est que pourquoi elles n'ont pas gagné, parce que elles ont oublié ce que c'était l'essence même d'une campagne, c'est de s'intéresser aux électeurs en fait. Elles ne se sont focalisées que sur leurs adversaires, et elles ont oublié que c'est les gens qui votaient. Enfin, c'est aux gens qu'il faut s'intéresser. Moi, à mon avis, ce résultat, c'est un peu cette morale qu'il veut mettre en avant. Et là, donc là, elles partagent la couronne, là, les deux autres concurrentes. Ouais. Non, c'est intéressant parce qu'elles sont restées tellement centrées sur leur rivalité à elles qu'elles en ont effectivement complètement oublié leurs camarades.
Et il y a plein de plans. Alors, on n'a pas eu le temps de détailler toute la mise en scène, mais il y a aussi des plans. Il y avait nous redite des plans qu'on a revus où le personnage central avec des travelling arrière se retrouve en fait isolé malgré sa centralité dans le plan. Voilà, il y a une vraie cohérence dans toute la réalisation de tout l'épisode par monsieur David Greenwalt, et on est content. C'est un épisode extrêmement bien réalisé. Tout à fait. Thématiquement. Et bien écrit. Ouais. C'est passé très vite encore, hein. C'est déjà terminé. Comme c'est passé une vitesse dingue. Pour le coup, hein. Moi, j'ai pas eu le temps de tout dire. Est-ce que vous avez eu le temps de tout dire? Bah non. Il faut absolument une conclusion, j'ai envie de dire. Mais oui, bah c'est parti, lance la conclusion peut-être. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, voilà. Alors moi, j'avais un petit truc à ajouter par rapport à la toute fin, effectivement. Ça se finit, les deux, donc on l'a pas dit, mais Buffy et Cordelia finalement se cassent de cette élection. Elles ont perdu, donc déjà elles sont un peu mauvaises, et elles se cassent sur une des gagnantes qui dit I promised myself I wasn't gonna cry. Je m'étais promis de pas pleurer, et là c'est une réflexion typique de concours de Miss en fait, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette élection de reine du bal ou de homecoming queen, ça fait quand même beaucoup penser à une élection de Miss. Je sais pas s'il y a des fans des élections de Miss qui nous écoutent, mais moi perso je trouve que c'est un concours un peu... Ah bon, tu regardes pas Miss France? Moyenâgeux, misogyne, je trouve ça un peu nul, et le fait que Cordelia et Buffy se cassent de cette élection, c'est un peu un marqueur d'émancipation, en tout cas de dire bon allez, on vaut mieux que ça, on vaut mieux que cette vulgaire élection, ce vulgaire concours de beauté ou de popularité, et j'aime bien l'idée que ces deux jeunes femmes se cassent, et parce qu'elles savent au fond d'elles qu'elles ont gagné la vraie bonne compétition, la vraie compétition qui valait le coup dans cet épisode. C'était pour leur vie face aux chasseurs qui voulaient les buter. Et elles ont réussi à s'entraider, à mettre de côté leurs différences, et c'est ça la vraie compétition qu'il fallait gagner ce soir, je trouve. Riley, est-ce que vous aviez des choses à dire en conclusion? J'adore cet épisode déjà, mais ça je l'avais peut-être déjà dit. Effectivement, le parallèle avec la campagne électorale c'est super, le Face c'est super, Monsieur Trick, c'est que des bonnes scènes, succession de bonnes scènes, et contrairement à ce que tu penses certains, moi je trouve que le nouvel virage que prend la relation Willow-Xander en saison 3, mais si, c'est cool. Il vomit son... C'est dégueulasse. Je trouve ça cool. Je suis complètement d'accord avec toi, Riley. C'est dans l'histoire depuis le début, il faut qu'à un moment ce soit exploré, et en plus ça va prendre une tournure inattendue, parce que à partir du moment où ils vont se faire griller, ça va casser quelque chose, et bien sûr, du coup ça prend les spectateurs par surprise, ça j'aime beaucoup. Je suis d'accord. Ah oui, les chasses du comte Zaroff, j'ai évoqué vite fait les chasses du comte Zaroff. Je me suis trompé sur la date, moi, donc je peux dire que... Il a dit la vraie date, du coup. Je t'ai dit 24, c'est le livre, en fait. Oui, c'est tiré d'une nouvelle. The Most Dangerous Game, et le film, c'est 1932. Et donc cette histoire, c'est en gros, c'est l'histoire d'un comte russe un peu fou, hein, évidemment, qui organise des chasses à l'homme sur une île, évidemment. Et là, clairement, il y avait une ref au film de 1932, parce que les jumeaux tueurs sont fringués comme le comte Zaroff dans le film. Exactement. Et il y a aussi dans ce film un personnage féminin qui finit la chasse avec une robe en lambeaux, exactement comme Buffy et Cordelia finissent la chasse. Il y avait vraiment des passerelles, des clins d'œil à cette œuvre qui fait un peu partie de la pop culture. Ce que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est que les antagonistes, ils sont nombreux, mais ils sont assez nuls. Ils sont vaincus hyper vite. Ils sont pas très... les vampires sont un peu plus malins, mais bon, guerre, et les jumeaux allemands, n'en parlons pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment centré sur la rivalité entre Buffy et Cordelia. Chacune essaie de jouer un peu sur le terrain de l'autre. Donc Cordelia se dit, mais enfin, tu es déjà l'élu, pourquoi tu veux être la reine? Et puis Buffy dit, oui, mais je veux aussi être la reine. Et donc elles sont tellement... elles ont tellement mis d'enjeu sur cette élection, en fait elles se trompent d'enjeu. L'enjeu c'était juste de devenir la reine du bal,
je suis d'accord avec vous, Sartman, c'est vraiment l'élection de la Miss, enfin c'est le truc totalement suranné, misogyne et tout ce qu'on veut, mais elles se disent, elles se trompent d'enjeu et elles investissent cette élection en se disant voilà, je vais gagner, je vais me prouver quelque chose à moi-même. Et c'est pour ça qu'elles perdent en fait. Mais exactement. Elles le font pour des mauvaises raisons. Exactement, elles le font pour des mauvaises raisons et elles ne se concentrent pas sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les gens qui finalement vont donner leur voix ou pas. Donc elles y pensent pas du tout et pendant ce temps-là, les deux autres sont des bonnes camarades qui engrangent les suffrages. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la scène où on voit Cordelia donc qui prend confiance en elle, qui dans le monde de Buffy décide de elle aussi prouver qu'elle est capable. Et ça préfigure un peu, alors peut-être j'extrapole, mais je trouve que ça préfigure un peu le moment où Buffy va partager son pouvoir avec les autres femmes. Exactement. Parce que finalement, elle se fait passer pour une tueuse et le vampire est terrassé, alors qu'elle a juste fait un gros coup de bluff, mais ça a fonctionné. C'est tout de suite la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome! Ah oui, rubrique de l'invité, dis donc. Il avait oublié. Jacqueline. J'avais oublié aussi. Comment ça va? Jacqueline, on va parler de toi. C'est parti. Et de ta relation avec Buffy, c'est très important. Ah oui. Alors, merci d'être là. Donc, on a dit, tu es une élue de la République, tu es une spécialiste des internets, et tu es fan de Buffy. Exactement. Et donc tu écoutes notre podcast, donc tu sais bien, tu connais les 3 questions rituelles. La première, c'est assez simple. Comment tu as découvert Buffy contre les vampires? Alors c'était il y a tellement longtemps que je crois que j'ai oublié. Non, parce qu'en général les gens disent oui c'était la trilogie du samedi et moi c'était pas du tout la trilogie du samedi. Je crois que j'ai jamais regardé ça. Ça a été diffusé en quelle année pour la première fois en France? 98. Voilà, donc je pense que je l'ai vu lors de la première diffusion. À l'époque moi j'étais déjà jeune adulte, j'étais pas du tout ado. Je faisais déjà des études en 3e cycle, j'avais une télé avec un écran cathodique et un truc pour enregistrer intégré dessous, là vous voyez ces appareils. Oui, très bien. Et donc ça passait je crois vers 19h et j'ai dû complètement par hasard tomber sur un épisode. Et avant d'être fan de Buffy, moi j'ai toujours été fan de vampires et de fantastique et tout ça. Donc évidemment, une série qui parle de vampires, déjà ça m'avait hyper accroché. Et puis dès le début, je me suis dit mais ce truc est complètement barré. Et personne ne regardait ça. Enfin, je crois que j'étais la seule. Je te confirme que non. Voilà, j'avais. Il y a d'autres gens qui regardent. Non, mais j'avais quelques amis très proches qui partageaient un peu cette passion étrange. On était très peu chez moi. Mais on était peu. C'est vrai. Et voilà. Et j'en parlais pas tant que ça. Surtout, j'aurais jamais espéré avoir un jour des discussions aussi profondes que celles qu'on a ce soir à propos de cette série. Mais moi, ça me faisait bien délirer. Et ça a continué quand même un certain temps parce que je crois qu'en 2000-2001, à l'époque, j'étais enceinte de mon premier enfant et elle venait de naître aussi. Je continuais à le regarder, genre vers 19h. Alors évidemment, c'est pas du tout comme aujourd'hui, il n'y avait pas de replay, genre de temps en temps c'était rediffusé. Tu voyais pas dans le Tu les voyais pas dans l'ordre. Oui, parfois t'enregistrais des trucs ou pas, donc il te manquait des épisodes, mais c'était. Enfin à l'époque c'était pensé pour ça. Ouais. Donc ça fonctionnait très bien. Bah oui, c'est pour ça, et voilà, et après je l'ai pas du tout vu quand ça a été rediffusé. Et bien sûr, j'ai l'intégrale, je crois que j'ai vu chaque épisode plusieurs fois. Je l'ai montré à. J'ai 3 filles. Qui sont maintenant assez grandes quand même. La plus jeune a 17 ans, l'aînée a 21 ans. Et je leur ai bien sûr fait découvrir Buffy. Et elles aiment? Ah oui. C'est bon. Elles aiment vraiment Buffy, ouais. La deuxième question rituelle, vous la connaissez, Riley Clément? Quel est ton épisode préféré? Voilà. Alors je vais m'efforcer d'en choisir un quand même. C'est ça le plus dur dans cette question. Même si j'ai une prédilection pour les épisodes, il y en a plusieurs comme ça, où il y a des échanges de personnalités, ou bien des personnalités qui changent. Tabula Rasa, Tabula Rasa, c'est celui où Faith et Buffy sont échangés, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, Tabula Rasa, ils perdent tous sa mémoire. Voilà, il y a celui-là, il y a celui où il mange... Girl, celle où elle change de personne. Qu'elle couche avec Riley. Exactement, il est vraiment fascinant. Et pareil, celui où il mange des chocolats... Bad Candy. Voilà. Bad Candy. Bon, tous ces épisodes-là, je les aime bien. Parce que ça permet de changer un peu de point de vue, de perspective et tout. Mais si je devais en choisir un, vraiment, c'est Passion. Parce que celui-là, très bien. Celui-là il est extraordinaire. C'est vrai.
Je trouve que se révèle la vraie nature profonde de Angel, qui est vraiment un gros psychopathe. Ouais, il est énorme. Merci. Angelus. Non mais si tu veux, pour moi, il n'y a pas d'excuse en fait, ce type. Ah, merci. Parce que déjà en tant qu'humain, il était vraiment mauvais. C'était vraiment pas un humain fréquentable. Et quand il devient vampire, tout le mal qu'il arrive à le faire dans cet épisode, il le fait pas avec des moyens magiques, ni avec des moyens vampiriques. Il tue juste en brisant la nuque. Je veux dire, ça, n'importe quel humain psychopathe peut le faire. C'est vraiment le tueur en série qui va faire méthodiquement des trucs. Voilà, c'est vraiment, Buffy devient sa proie, comme Drusilla l'a été. Et on voit tout le mal qu'il a en lui, et c'est là qu'on réalise que c'est irrécupérable, et c'est là que Buffy réalise que c'est irrécupérable. Et ces 5 saisons de rédemption dans la série Angel, non, ça t'a pas aidé, ça te touche pas, non. Mais en fait, ce type, on lui a rendu son âme, mais c'est un accident. Je crois que sa vraie nature, elle est profondément maléfique, et c'est un humain mauvais. Ah ouais. Ouais, c'est ce que je pense, oui. donc tu préfères Spike Ah bah oui. Voilà. D'accord. Et l'invité a toujours raison, je tiens à le dire, voilà, c'est vrai. Un point sur la campagne, Big M nous dit qu'il va voter Riley parce qu'il l'a passé la nuit avec lui, donc on a vraiment des arguments. Alors attends. Moi élu, il va y avoir une diffusion en Blu-ray et Kinou qui vote blanc, des épisodes en 4 tiers. Pardon, on est sur la brique invité, on n'est pas sur la brique campagne. Et tant qu'on... Non, mais je faisais juste une parenthèse. Et tant qu'on est là-dessus, Jacqueline, toi, tu as fait une campagne électorale. Ouais, j'en ai fait plusieurs même. Donc c'est la 3e question. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy? On va parler de tout ça. Est-ce que pour gagner tes campagnes électorales, est-ce que tu refiles des cupcakes ou des paniers garnis? Bonne question, ça va. Hein. J'ai bossé, je suis journaliste. Alors, c'est totalement impossible de refiler des cupcakes ou des paniers garnis. En plus, il faut savoir qu'en France, contrairement aux États-Unis, on est quand même limité dans les frais de campagne. On a un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Ah oui. Donc, tu peux pas offrir de l'argent aux gens. Même avec ton argent personnel, comme Valérie Pécresse, non, tu peux pas? Alors, ce sont des méthodes que je ne pratique pas. Non. Mais en fait, j'ai perdu beaucoup de campagnes aussi. Et ça fait le lien avec cet épisode, c'est que les campagnes qu'on perd, ça permet de mieux se connaître soi-même, et ça permet aussi de créer des liens très forts avec les gens avec qui on est camarades, avec qui on partage des valeurs, avec qui on est dans le même parti. Et c'est très très important les liens qui sont tissés dans les campagnes qu'on perd, et c'est très important la solidarité aussi qui va se créer. Ça permet de... ce qui n'a pas fonctionné, on essaye de l'améliorer, on est renforcé dans ses convictions, ou on se dit qu'il faut s'y prendre autrement, mais toujours... Il faut penser à ce que souhaitent les gens et toujours penser à les servir, parce qu'à la fin, c'est pour ça qu'on fait la politique. C'est pas parce qu'on veut être aimé, c'est pas parce qu'on veut. Ouais, mais c'est ce qu'on voit pas. Mais non, mais si c'est pour si c'est pour la reconnaissance, si c'est pour être aimé, c'est des mauvaises raisons. En fait, on est là pour servir. Quand vous disiez que je suis une élue de la République, mais c'est vraiment une immense responsabilité, un immense honneur. Ouais. Mais on est là d'abord pour servir. Parce que c'est ce que. Mais alors, on part de loin, on part de l'épisode, mais c'est un peu ce qui sous-entend aussi, c'est que l'élection peut aussi être vue comme un concours de popularité finalement. Alors moi je préfère parler de notoriété plutôt que de popularité. Notoriété, ouais, d'accord. Voilà, ouais. En fait, effectivement, plus on est connu au départ et plus on a de chances de percer et donc d'avoir des articles dans la presse, des gens qui vont interagir, qui vont venir au meeting, etc. Donc c'est plus une question de notoriété et on critique beaucoup les gens qui cumulent les mandats et à juste titre, mais il se trouve que les gens votent quand même plutôt pour les gens qu'ils connaissent déjà ou dont ils ont déjà pu apprécier l'action. Donc le fait d'avoir une notoriété, et les gens qui finissent par être élus sont des gens qui ont fait beaucoup de campagnes, qui ont eu déjà des mandats. Donc c'est plus la notoriété que la popularité. Après, dans le fait d'être populaire, c'est dans le sens d'être apprécié. Tu voulais dire oui, forcément, si on mène des politiques qui plaisent aux gens, qui répondent à leurs besoins et qui changent leur vie, oui, on va être populaire. Il y a une scène où Buffy, en parlant à Cordelia, se dit moi je vais me présenter aussi, moi je vais devenir conseillère, moi je vais devenir... Toi, à quel moment t'as ce déclic aussi alors ça fait très longtemps que je suis engagée en politique, hein, ça fait 20 ans que je suis dans le même parti et j'ai commencé à militer bien avant. Je pense que même quand j'étais au lycée déjà je militais. Ah oui, t'étais oui, d'accord. Toujours, c'est tout simplement parce que je supporte pas l'injustice. Déjà ça c'est 1, je supporte pas de l'injustice, 2, je supporte pas que d'autres décident à ma place.
Et donc, voter pour quelqu'un, c'est lui déléguer une part de pouvoir. C'est notre système représentatif, c'est très bien. En tout cas, c'est celui qui fonctionne aujourd'hui. Mais si on peut, en plus, s'engager pour essayer d'influencer les programmes, contribuer à choisir la personne qui va porter les couleurs du parti qu'on veut mener au pouvoir, c'est encore mieux. Donc, pour ça, il faut militer. Donc, j'ai d'abord milité longtemps, sans aucune envie particulière d'être élue. Moi, j'avais plutôt envie de me mettre au service d'autres personnes. Et puis, en fait, on m'a demandé de me présenter. Les fois où je me suis présentée, c'est parce qu'on me l'a demandé. Alors, j'avais envie, j'avais la possibilité. En fait, avant de se présenter au suffrage des électeurs, on doit obtenir l'investiture de son parti parce que la personnalité, la popularité, c'est très important. Mais ce qui est important aussi, c'est l'étiquette politique qu'on porte. Et donc, pour ça, il faut être investi par son mouvement, son parti. Et là, il y a une concurrence interne qui se fait. Alors, elle est plus ou moins dure. Oui, alors on peut appeler ça primaire, mais moi j'appelle ça investiture parce qu'à chaque élection, sans que ce soit une primaire, ce sont les militants du parti souvent qui décident dans les partis un peu démocratiques, c'est pas le cas de tous. Je peux dire à quel parti j'appartiens. Tu dis ce que tu veux. Voilà, donc moi je suis au Vert puis à Europe Écologie Les Verts depuis 20 ans. Et chez nous, ce sont les militants du groupe local ou de la région concernée qui votent, un vote totalement ouvert, une personne, une voix, et qui décident de qui peut se présenter. Alors après, il peut y avoir des ajustements qui se font par les instances nationales pour notamment assurer la parité. Et j'insiste là-dessus, c'est que mon parti a cette grande qualité d'arriver à avoir une parité non seulement d'investiture, mais aussi de résultats. Et donc ça, si on le veut, on peut le faire. C'est-à-dire que si on met les bonnes personnes sur les bonnes circos, on arrive à obtenir une parité de résultats. Voilà, ça c'est une des fiertés du parti auquel j'appartiens. Ah oui, c'est cool, on adore la parité. On est pour la parité ici. On est fait pour ça. Alors juste petite séquence instruction civique. La collectivité au sein de laquelle je siège, donc qui est le département, que vous n'avez pas à Paris ni à Lyon, parce que Paris et Lyon sont des structures, des collectivités qui assument des compétences qui correspondent au département, mais c'est pas un département. Donc c'est le scrutin a changé, le mode de scrutin a changé, et c'est devenu un mode de scrutin binominal. Majoritaire à 2 tours. Donc on élit forcément un binôme, un homme, une femme. Et quand ça a été mis en place, il y a déjà 2 mandats de ça a été une révolution. Parce que d'un coup, l'Assemblée départementale s'est féminisée et d'un coup, elle s'est rajeunie. Donc c'est hyper intéressant en fait. Moi j'avais une autre question, parce que, à travers cet épisode et à travers tout ce qu'a fait Greenwald, mais aussi à travers de tout ce qu'on voit en fiction quand ça dépeint la politique, généralement on n'a pas une très bonne image de nos élus, de nos représentants. Ça véhicule de la magouille, de l'hypocrisie, des gens qui veulent du pouvoir et tout. Moi c'est cette image où c'est connoté que le pouvoir politique c'est forcément les méchants. Est-ce que je peux essayer de répondre en faisant à la fois une réponse qui parle de politique et qui fait le lien avec si tu arrives, c'est formidable. Qu'est-ce qui est au cœur de toute cette série ? C'est le pouvoir. Et donc, ce qui rend méchant ou mauvais, c'est le pouvoir. Et je dirais qu'un pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà, il faut diviser le pouvoir entre... Oui. Mais oui, non mais c'est ce que tu décrivais. Alors du coup, maintenant je te tutoie. Au début du podcast, on se voit, mais maintenant je te tutoie. Vous allez vous faire la bise. Ce qu'on décrivait, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à toutes les compromissions, à corrompre les autres, ou qui sont eux-mêmes corrompus et tout. Souvent, c'est pour conserver ce pouvoir. C'est plus des gens qui sont déjà en place et qui vont tout faire pour le conserver, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, je pense que ça monte à la tête. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des élections régulièrement, du renouvellement du personnel politique. Sauf que c'est... Et plus on va renouveler le personnel politique, plus des citoyens vont essayer de voir au cœur du truc comment ça se passe réellement. Et meilleure sera l'image. Ou alors ils diront ah ouais, vraiment c'est pourri en fait, j'ai plus de week-end en fait, on n'a pas d'argent parce qu'on n'est pas payé quand on est élu, on a des indemnités, ça n'est absolument pas un salaire. Là-dessus on est prélevé de tout un tas de trucs, on a énormément de frais, et alors je vous dis pas, les maires de petites communes c'est juste l'horreur, ils ont des responsabilités énormes et ils ont très peu d'indemnités en fonction du nombre d'habitants. Donc c'est pas si génial que ça en vérité. Et moi j'aimerais bien qu'on arrive à associer davantage les citoyens, mais même avant l'âge de voter, parce qu'au moment où on arrive à l'âge de voter, au moment où on se dit ah bah oui il faut voter parce que c'est un devoir citoyen, non, avant ça il faut se dire
ma voix compte parce que j'ai le pouvoir de choisir, j'ai le pouvoir de changer les choses et c'est une manière de m'exprimer. Et je trouve que c'est hyper important de faire vivre le processus démocratique dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et là, peut-être, il y aura plus cette séparation entre la politique, les gens qui ont le pouvoir, et puis nous, le peuple. Il y a des questions sur le chat, alors vous me disiez, Riley. Alors oui, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et Zombie Unijambiste nous dit est-ce que Buffy t'a inspiré? Ah mais Buffy m'inspire tous les jours. Ah voilà. Ah mais moi j'ai une carte postale de Buffy épinglée sur mon bureau. Ah mais oui, carrément. C'est un mantra. Mais oui. Ah bah, le côté combattante. Bon, en plus j'ai pratiqué les arts martiaux beaucoup. Donc les scènes de bagarre j'adore. Génial. Le côté où c'est une nana qui se bat. Enfin oui c'est très inspirant. Ok. Est-ce que vous avez eu envie d'en faire un peu la promotion lors de votre exercice de mandat? Ou bien officieusement? Je sais pas quand tu veux en parler. Non mais c'est un défi intéressant. La prochaine fois que je fais un discours, je casse Buffy, ouais. Je place des refs à Buffy. D'autres questions sur le chat ou on passe? Spike Angel qui a répondu. Voilà. Je savais pas qu'il y avait une question sur Spike Angel. Qu'est-ce que tu penses de Riley Finn? Non, on n'a rien à branler. Spike Angel. Alors attendez, non mais moi député, Clément il n'y parlera plus, attendez. J'ai noté des trucs là. Moi député, j'organiserai un podcast en province, chez les ploucs. Chez les oui, mais voilà, sauf que lui il dit plouc, moi je dis mon cœur. Le sud. On ira dans le sud alors, Clément. Je paye des bières à tous les auditeurs. On l'a déjà fait en plus. Moi député. Non mais voilà, mais il sait même vous avez pas du tout écouté ce qu'a dit Jacqueline. C'était quoi une bonne campagne? On n'est pas des. Vous avez rien écouté. Vous avez rien écouté. On est nuls en politique. Désolé. Si. C'est le moment. C'est maintenant. C'est le moment de passer à Reaper. Donc la super intéressant, on dit ta discussion. Avec de grands. Merci. Bah oui, non mais c'était génial. Merci. Mais voilà, je passe un peu vite parce que voilà, il est déjà tard. Il est si tard que ça, oui. Ah oui, fini. Mais oui, non, c'était super. On passe à Reaper, donc, et puis épisode de 10 minutes. Hein, voilà, Ah, donc il y a pause. 10 minutes d'épisode en vrai. Sauf pour les gens qui vont écouter chez les vrais fans de Reaper. Reaper, on est à l'épisode 8. Mais pas de jingle. Hein. Taisez-vous, mais on doit faire des remerciements pour l'épisode 7, parce qu'on avait loupé un peu les remerciements de l'épisode 7. À l'épisode 7, on remercie évidemment Lorraine qui joue Paige à chaque épisode, mais aussi Big M, la formidable voix off du narrateur. Et dans cet épisode 7, il y avait également en plus Anna et Sardboy et Carole. Bien sûr. Carole que vous avez pu entendre dans les podcasts. Elle est venue plusieurs fois. 11 et 31 même, j'avais noté. Il y avait aussi Manu que vous pouvez retrouver partout au théâtre. Manu qui fait du doublage de séries coréennes en ce moment. Les images sont formidables. Gros bisous à Manu. Un gros bisou à Manu. Il y avait également James de Comic Discovery que nous avons reçu dans le podcast numéro 24. Mais maintenant, c'est l'heure de l'épisode numéro 8. Il se passe quoi dans l'épisode 8, mon petit Riley? C'est un épisode avec peu de personnages, il y a des monstres, il y a de la romance et surtout, il se passe un twist. Bah là, la série prend un virage, je l'ai dit au début. Il se passe un énorme truc à la fin, ne ratez pas cet épisode. Okay. Ça dure 10 minutes, soyez prêts. Ripper. Épisode 8. Outside the box. Non mais vous êtes sûr que vous voulez pas aller à la taverne plutôt? Enfin je vous aime beaucoup mais faudrait pas que squatter chez moi ça devienne une habitude quoi. Philou, fais pas ton ronchon, faut qu'on se change les idées là. Si là maintenant on va dans ce pub, je vous connais hein. Vous allez broyer du noir devant vos pintes et passer votre temps à vous moquer des gens qui s'amusent parce que s'amuser c'est beauf. Se foutre de la gueule des beaufs, moi ça me va. Non mais Paige, sérieux, y a pas besoin de faire quelque chose de spécial juste parce que la petite chasse aux fantômes n'a pas marché. Enfin c'est pas la fin du monde si votre baldur machin chose n'est plus dans les chiottes de la fac. C'est même plutôt une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? Oula, vous avez énervé Rupert. J'ai été beaucoup trop naïf, on aurait dû emporter la boîte avec nous la première fois et pas la laisser derrière ce satané radiateur. Mais c'était trop risqué Rupert, tu le sais bien. Si la boîte s'était retransformée en monstre géant dans notre poche, on aurait été malin. Quelqu'un a dû la déplacer. Il faut absolument trouver qui et vite détruire la boîte. Mais la détruire de quoi? Si j'ai bien compris ce que vous avez raconté avec Paige, c'est juste un truc pour gruger les examens et choper des meufs. Franchement, y a plus dangereux quoi. Si, Philou, je te confirme que la boîte est dangereuse. T'as dû louper des morceaux quand on t'a raconté l'histoire.
Bon, et toi, Rupert, c'est pas non plus la fin du monde. Si la boîte a changé de place, il suffira demain d'enquêter auprès des étudiants qui l'ont utilisée. On trouvera forcément une piste. Alors, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, laisser tomber ça quelques heures et se faire une petite nouba tranquille ? Carrément d'accord. Une petite partie de Cluedo, ça vous dit ? Ah bah voilà, super idée, Ethan. Asseyez-vous tous dans le salon, je vais prendre des bières au frigo. Ok pour le jeu si vous voulez, mais j'ai plus de bière ici. Il y a cette heure-là, je sais pas, il y a le Pakistanais sur Camden pour en acheter, je sais pas. Ethan, tu me files tes clés, j'y vais rapidement là. Hors de question. Personne d'autre que moi conduit ma caisse. On y va tous les deux, et Rupert et Paige, je vous prépare le plateau de Cluedo. Et vous me laissez le colonel de moutarde, c'est mon préféré. Bon bah, nous voilà tous les deux, Rupert. Allez, viens, assieds-toi. Détends-toi. Oublie un peu la magie de 30 secondes. Oui, d'ailleurs, tu sais, je voulais te remercier de m'avoir obligé à me confier tout à l'heure, justement, sur la magie, tout ça. Bah, t'inquiète, c'est normal. Non, mais sincèrement, je pensais pas que ça m'aurait fait autant de bien de me livrer, de me défaire de ce secret, et voilà, quoi, c'est grâce à toi. Ça sert à ça, les amis. Oui, enfin, on a un peu plus que des amis. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, je mets ma main dans tes cheveux. Tu vas m'embrasser ? Bah, je sais plus trop, là, du coup. Faut pas ? Non, mais Rupert, on est amis. Je suis la meuf de ton pote. Y a rien qui te choque, là. Oui, pardon, mais enfin, j'ai cru qu'il se passait quelque chose, et avec Philippe, vous êtes tout le temps en train de vous embrouiller, alors... Alors quoi ? Si je suis plus avec Philippe, faut que j'aille avec toi ? Et après, faudra aussi que je me tape Ethan ? C'est comme ça que ça marche dans votre groupe ? Non, Paige, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bref, pardon, j'ai cru que tu m'envoyais des signaux. Mais putain, Rupert, ok, t'es un mec super, mais nettoie tes lunettes. Je t'ai jamais envoyé de signal. Et pour ta gouverne, ça va super bien avec Phil. T'es pas dans mon couple, ok ? Ça te regarde pas. Ok, pardon. Putain, tu m'as trop énervé, là, j'y crois pas. Passe-moi une cigarette ou un joint, il me faut un truc pour me détendre, là. Bah, mon paquet est resté dans la caisse d'Ethan. Mais toi, tu fumes pas, de toute façon. Ouais, bah là, j'ai vraiment envie de m'en griller une. Elle est où sa boîte à bœufs à Phil ? Dans la bibliothèque de sa chambre, une grosse boîte à chaussures derrière les bouquins de droit fiscal. Mais lui dis pas que je te l'ai dit, il croit que personne le sait. Les meufs, c'est compliqué. Je vais mettre de la musique. Paige, tu veux un truc en particulier ? Ouais, je veux bien I only want to be with you. Mais si tu dis que c'est un signal pour coucher avec moi, je te mets mon poing dans ta gueule. Génial, donc cette soirée est de mieux en mieux. Non mais je t'assure, Ethan, de tous les mecs que je connais, mais dans le monde entier, t'es celui qui conduit le plus mal. Il y a aucun doute possible. Je suis sûr que tu sais même pas ce que veulent dire la moitié des panneaux. Et les panneaux, c'est justement pour ceux qui savent pas conduire. La conduite, c'est du feeling. C'est être en connexion avec la route. Mais n'importe quoi. Bon, elle est où, Paige ? Elle est dans la chambre, elle est en train de... Vous êtes relou. Vous avez même pas préparé le plateau de jeu. Ah cool, vous êtes revenu. Philou, tu peux me rouler un pet s'il te plaît ? J'ai très besoin de me détendre là. Mais oui, Cluedo, bière et pétard. C'est une super idée ça. Non, mais pourquoi t'as ma boîte à bœufs dans les mains là, Paige ? Enfin, t'as trouvé ça où ? Enfin, tu l'as ouverte ? Bah non, je sais pas rouler. Je l'ai trouvé en rangeant des trucs. Putain, mais je vous avais dit de toucher à rien. Mais pourquoi tu flippes comme ça ? Y'a quoi dans cette boîte ? Rien. Enfin, juste de la drogue, de la marijuana quoi. Donne-la moi, tout va bien. Arrête de me prendre pour une cruche, Philou. Je vois toujours quand tu mens. Y'a quoi dans cette boîte ? Non, Paige. Ah, mais c'est... La boîte de Baldur. C'est toi qui l'avais, Phil ? On va tout vous expliquer. Et tu l'as planqué dans ta boîte à bœufs ? Mais t'es barge, tout le monde sait où tu la caches. Comment ça, tout le monde sait ? Je suis pas au courant, moi. Non, mais vous allez voir, c'est pas si méchant que ça. Pas si méchant que ça ? Mais toi aussi, en fait, t'es un connard. Mais prends-la dans la gueule, ta boîte de Baldur de merde. Non, Paige, faut pas la lancer. Mais c'est quoi ce truc ? Pourquoi il finit mon appart ? Paige, viens avec nous. Ethan, prends le livre de magie. Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux pas refaire le sort comme ce matin ? Non, il peut pas marcher deux fois celui-là. Mais mon appart, je peux pas. On se casse, Philippe. Je le crois pas, quoi. Depuis le début, c'est vous qui aviez invoqué la boîte de Baldur sans rien nous dire, en nous mentant, en nous regardant dans les yeux. Et vous me dégoûtez. Vous êtes à gerber, les gars. Mais Minette, je te jure, j'avais prévu de t'en parler. Je voulais juste voir si le business tiendrait la route et après on vous aurait évidemment mis dans la boucle. Loin de moi l'idée de m'immiscer dans vos histoires, mais est-ce que le plus important ce serait pas de trouver un moyen de... Ethan, fais gaffe le camion là. Ouais, t'inquiète, j'avais vu. Par contre le camion, lui, il a pas vu le Baldur qui lui arrivait en face. Oh là là, c'est dégueu.
comment il a plié, bouffé comme une saucisse. Vous avez vu? Ethan, s'il te plaît, oublie ce qui se passe dans le rétro, concentre-toi sur la route, mec. Alors oui, la route, je vais pouvoir gérer. Mais bon, seulement pendant 5-10 minutes maxi, hein, parce que on n'a plus d'essence. Enfin, je suis sur la réserve depuis 3 jours et là j'imagine qu'on n'a pas le temps de faire un petit arrêt à la pompe à essence. Hein? Rupert, t'en dis quoi? Rupert, il dit que le sort qu'il avait prévu pour détruire la boîte ne fonctionnera pas maintenant que la boîte a repris sa forme de monstre. Je cherche une autre formule là, mais là j'ai rien. Fais voir, vous êtes tous tellement des gros nuls. Je vais sûrement trouver, moi. Oh la vache! Il a fait péter la station-service là du vieux Dickens. Ce truc semble se nourrir de tout ce qu'il détruit. Il devient de plus en plus grand au fur et à mesure qu'il avale les voitures, les lampadaires, les cabines téléphoniques. Ah, c'est bon, j'ai peut-être un truc là. Fais voir. Non, c'est bon, c'est un truc que je peux faire seul. Ethan, prends à gauche là, sur Albert Bridge. Vous me déposez au milieu du pont, comme ça si ça merde, il sera peut-être assez affaibli pour se paner dans la Tamise. Tempête, c'est trop con, laisse-nous t'aider, on peut sûrement, je sais pas... Non Rupert, vous avez assez merdé comme ça. Arrête-moi là Ethan, c'est bon. Mais je peux pas te laisser y aller toute seule, Minette. Hein? Pourquoi? Parce que je suis ta meuf? Ou parce que je suis une meuf? Reste avec tes copains, Filou, c'est mieux comme ça. Vous croyez qu'elle va y arriver? Elle avait l'air d'y croire en tout cas. Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. C'est pourquoi elle t'en veut à toi, Rupert? Moi et Filou, je comprends. Mais toi, c'est quoi la crasse que tu as faite? La ferme, Ethan. On arrive au bout du pont là, tu peux t'arrêter. Elle est trop batte, ta nana, Phil. Elle bouge pas face à cet énorme truc. Moi, j'aurais déjà fait dans mon froc. Tu penses qu'elle fait quoi, Rupert? La fumée verte autour d'elle, c'est sûrement un sort de garde. C'est pour commencer. Pour pas que Baldur puisse la toucher pendant qu'elle fait la suite. Et la suite, c'est quoi? Je sais pas, tous les trucs que j'ai vus quand je fouillais le livre, c'était des incantations qui demandaient beaucoup trop de force et de capacité pour... Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on voit rien. Mais c'est quoi cette lumière de dingue? Mais elle est super forte en magie, en fait. Elle a réussi? C'est dingue, le truc a disparu. Bravo, ma Minette! C'est toi la meilleure! Et surtout, quand t'as fait l'énorme flash lumineux, c'est ça qui était le plus dingue. Ah ouais, c'était mortel, ma chérie. C'est vrai, t'as été incroyable. On fait ça? Je crois qu'il reste un peu de bière dans les décombres de ton salon, Phil. Regardez, j'ai trouvé un pack, pas cassé. Paige, il faut que tu nous expliques comment t'as fait pour générer autant de puissance magique. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Tu rentres pas? Je pense pas, non. Quoi? Il s'est passé beaucoup trop de choses ce soir et je dois digérer. Je pense qu'il va me falloir du temps. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je vais prendre un peu de distance avec toi, mon Filou. Et avec vous aussi, les gars. Ça peut pas s'arrêter comme ça, sur le pas de la porte. On peut en parler au moins. Je suis désolée, Phil. Je vais y aller maintenant. Et le livre, Paige, tu nous le rends avant de partir? Oui, monsieur Rupert Giles. Le voilà ton précieux livre. Parce qu'il est si important. Bon bah... au revoir alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au revoir. Non, pas au revoir, Paige. Non, reviens, tu reviens, faut qu'on discute avant. Ah, c'est moche pour Filou, hein. Bon, petite bière? Coup de tonnerre pour le Big Book Club. Page Party. Philippe et Rupert se remettront-ils de cette douloureuse séparation? Dans cet amas de gravats et de meubles cassés qu'est devenu l'appartement de Philippe, Ethan réussira-t-il à trouver un décapsuleur pour ouvrir ses bières? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. C'est ton épisode complètement fou, mais là tout va changer. Moi j'ai chialé un peu à la fin. Est-ce qu'on dit aux auditeurs qu'il y en a 12 en tout? Il y en a 12, il en reste donc 4. Non mais il y a une vraie construction, c'est bossé, hein. Vous vous rendez pas compte, avec Ripper en boss pour Ripper. Bien sûr. Là? Non, je suis pas prêt pour ce... C'est le moment non. de la rubrique oh non de Clément. Ah. Attention jingle. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Alors mon petit Clément, c'est l'heure de votre rubrique. La rubrique de Clément, aussi appelée La prochaine sera plus drôle. Ou bien... Non mais franchement, la prochaine sera plus drôle. Alors, nous sommes aux USA dans les années 90, une rubrique qui s'adresse à toutes les prétendantes du concours de la reine du lycée. Je voudrais dresser un petit récapitulatif des choses à faire ou ne pas faire si vous vous présentez à ce genre de concours. Alors, première chose à faire, quoi qu'il arrive, vous devez vous armer d'une conviction indéboulonnable, c'est vous qui allez gagner. Point barre. Voilà. Et pour ce faire, vous devez immédiatement abandonner toutes sortes de moralités ou de compensation. C'est très important. Première chose à faire, en cours de campagne, vous vous rendez compte qu'un adversaire a plus d'intention de vote. Alors bon, là, c'est facile.
on fait courir une fausse rumeur sur la personne, évidemment. Voilà. J'ai entendu dire que Cynthia a volé des nuggets à la cantine pour nourrir son singe Marcel, avec qui elle entretient des relations assez toxiques. Voilà. Ça devrait être assez efficace. Mais surtout, vous ne faites que transmettre cette information. Hein. Évidemment, vous n'êtes jamais à la source d'une rumeur. Deuxième chose à faire, je vous invite à repérer les failles de vos adversaires et de les exploiter. Voilà. Plus il y aura de monde autour de vous, plus l'humiliation sera efficace. Par exemple, la personne ne sait pas danser, vous prenez des cours de tango ou de modern jazz pour la ridiculiser. Troisième chose à faire, une adversaire a fait l'erreur de se confier à vous en vous faisant part de ses doutes. Donc là, on pratique la méthode Cordelia. Vous faites des critiques sans en avoir l'air. Vous discutez avec les personnes tout en exposant tout au long de la conversation les pires tares de la personne, en donnant l'impression que vous avez voulu l'aider. Voilà. C'est le passif agressif. Exactement. Quatrième chose, bon, là, il est plutôt fréquent que pour aller choper des voix, une candidate fera les pâtisseries et les distribuera avec son plus beau sourire dans les couloirs du lycée. C'est normal. Donc Cynthia arrive avec un panier plein de muffins. C'est à ce moment-là que vous sortez un médicament pour les oreilles et, armé d'une pipette, vous saupoudrez généreusement quelques muffins pour filer la gerbe à tous ses électeurs. Vous avez aussi les options boulettes entre les doigts de pied, ou jus de navet, ou morphe de nouveau-né, ou même l'imparable jus de pruneau extrêmement concentré afin de déclencher une fulgurante diarrhée. Voilà. Et enfin, imaginez que tout cela n'a pas fonctionné, vous vous rendez bien compte que Cynthia est plus douée, plus intelligente, plus brillante que vous. Pas de panique, il vous suffit de prendre le temps de bachoter à fond pour étudier les vraies interrogations, des vraies problématiques des élèves afin de rendre la vie du lycée profitable pour tout le monde. Ou bien, Cynthia tout ou tard devra prendre un escalier. Hein, voilà. Et là, on n'hésite pas, hein, un manche de parapluie judicieusement placé entre ses converses et hop, ni vu ni connu, une chute dans l'escalier. Et c'est terminé pour vous. C'était Clément. Je fais un gros bisou à Manox de la peur du Capitaine, mais n'oubliez pas, la prochaine sera plus drôle. Eh ben merci. Attends, juste pour rebondir, il y a un super film qui s'appelle Belle à mourir. Vous l'avez vu ce film ? Avec Kirsten Dunst et Denise Richards, c'est un faux documentaire sur un concours de Miss aux États-Unis. Non, pas vu. Où elles se font des crasses entre elles. C'est humour noir à fond. C'est très très bon film. Eh ben vu qu'on est sur les recos, c'est une excellente transition. On passe à la dernière rubrique. Enfin, on passer à la dernière rubrique de ce podcast. Les si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Ouais, les si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Enfin. Ultime rubrique de ce podcast. Rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Oui, vous allez pouvoir aller vous coucher, vous inquiétez pas. Riley, votre système Buffy, tu as mis ça avant que vous ne décédiez. Ouais. Riley, vous avez le Covid, vous avez fait un test dernièrement ? Non, j'ai arrêté de Dieu. Oui, moi je voulais vous parler d'une série que j'ai beaucoup aimée qui est sur Netflix, certains. Ça va aller ? Bah non, ça sera coupé au montage. D'accord. Je déteste Netflix. Ça s'appelle Les 7 vies de Léa. C'est une série de Charlotte Sanson, et une série française donc, sur Netflix en 7 épisodes. Et les 7 vies de Léa, ça raconte l'histoire donc de Léa qui est une adolescente qui est pas bien dans sa peau, et qui est à un moment où l'idée de suicider, hein, carrément, lui traverse l'esprit. Elle tombe sur des ossements, donc, ça se passe en Ardèche, dans le fond d'un ravin et tout. Puis à partir de là, en fait, elle se met à revivre la vie il y a 30 ans avant de ça, de ses parents, des amis de ses parents. Et donc elle a cette vie, donc en fait le pitch est génial d'ailleurs. Enfin la tagline c'est Léa n'aime pas sa vie, elle va en vivre 7. Donc c'est en 7 épisodes, et chaque épisode elle va être dans le corps d'un autre personnage. Donc on va avoir plusieurs points de vue sur la même histoire, donc 30 ans avant. Et c'est un peu comme Code Quantum, vous voyez. Elle est dans ouais, génial, Code Quantum, là, donc la série de Scott Bakula, qui elle se retrouve dans le corps il y a 30 ans, de ses parents, des amis de ses parents, des ennemis de ses parents. J'ai adoré cette série, c'est très très bien écrit. C'est donc Charlotte Sanson qui adapte un roman qui s'appelait 7 vies de Léo. Ils ont changé justement le genre du personnage principal. Au-delà du côté adolescent, c'est pour ça que je parle de cette série en fait, c'est le passage à l'âge adulte évidemment comme dans Buffy. C'est toutes ces thématiques là avec le traitement du fantastique, donc là du voyage dans le temps, de l'incarnation dans le décor, et ça joue à fond sur la nostalgie des années 90. C'est super bien réalisé, les décors sont chouettes, et la fin c'est que en 7 et il y a une vraie fin, c'est satisfaisant.
Cette vie de Léa, ça se regarde tout seul comme un petit bonbon de SF fantastique adolescent. Et, bref, allez-y. Jacqueline, sauve-nous cette rubrique avec un système Buffy, tu as mis ça de qualité. S'il te plaît. J'ai un gros défi là. Oh là là. Alors, non, mais c'est à la fois une recommandation et en même temps un vœu. C'est que moi je voudrais faire des petits conseils de lecture à nos auditeurs et auditrices. Mais oui, puisqu'on arrive à l'été, sur la plage, les écrans c'est pas terrible, il vaut mieux avoir des bouquins. Ouais. D'accord. Donc il y a un essai qui a été écrit par Marjolaine Boutet, que je rêve d'entendre dans votre podcast, qui est une spécialiste des vampires et de tout ce qui est séries, pop culture, etc., qui a écrit donc ce bouquin. Je ne sais plus du tout en quelle année il a été publié, peut-être 2013, quelque chose comme ça, c'est pas tout récent, qui s'appelle Vampire au-delà du mythe, et donc qui prend l'angle de la pop culture, mais pour remonter quand même aux origines du mythe, puisque moi je vous ai expliqué tout à l'heure que si j'ai tellement apprécié Buffy dès le début, c'est parce que j'étais déjà passionnée de vampires, donc avant, ouais. Voilà. Donc ça parle beaucoup du mythe du vampire depuis les origines, mais à chaque fois pour essayer de comprendre la signification sociale de ce mythe à chaque époque. Et donc il y a toute une partie qui concerne la mémoire, le rapport au passé, où elle fait référence à Buffy justement. Et alors c'est intéressant parce qu'elle parle de... pour reconnaître les vampires, il faut regarder la manière dont ils sont habillés, parce qu'ils ont toujours des vêtements démodés. Que dit Buffy, ouais, voilà. Et c'est des choses que j'ai retrouvées dans pas mal d'ouvrages qui traitent de vampires. C'est un des critères pour les reconnaître. Voilà, donc ce rapport au passé. Et une autre recommandation de lecture, c'est Les 100 ans de Dracula. C'est une anthologie qui est présentée par aussi une spécialiste de tout ce qui est littérature fantastique qui s'appelle Barbara Sadoul chez Librio. Alors ça coûte genre 2,50 €. Et ça avait été publié à l'occasion des 100 ans de la parution du Dracula de Bram Stoker, donc 1997, une année importante pour nous, fans de Buffy. Exactement, donc il y a un recueil de poèmes, ça va de Goethe à Lovecraft. Donc c'est des recueils de poèmes et de nouvelles, ça se lit vite parce que c'est pas très long, donc qui sont à la fois antérieurs et postérieurs à Bram Stoker, au Dracula de Bram Stoker. Donc avec ce poème de Goethe que j'ai redécouvert en cherchant un petit peu dans ma bibliothèque, La fiancée de Corinthe, et le premier vampire en fait c'était Lipori, ça vous dit quelque chose, le vampire de Lipori? Pas du tout, moi. Voilà, donc c'est avant Bram Stoker, c'est une personne... Ouais. Avant? Ouais. Oui, parce qu'on a tendance à penser que Bram Stoker a inventé le vampire, mais pas du tout. Non, voilà. Il s'est appuyé sur des mythes qui existaient déjà. Voilà, c'était ce fameux Lipori, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, vous le retrouverez dans la fameuse anthologie, là, Les 100 ans de Dracula. C'était le secrétaire de Conan Doyle, et il avait pour ami Mary Shelley. Donc tous ces gens se jetaient des défis et ils écrivaient comme ça des nouvelles. Oui, où ils se retrouvaient sur la maison au bord du lac en Suisse là pour écrire. Voilà, donc ça date de cette époque et c'est vraiment intéressant. Ça vous permettra de redécouvrir un peu le mythe du vampire et de vous occuper cet été. Bah merci beaucoup. Madame Loutre, plus soit Terroco, Jacqueline. Merci Madame Loutre. Incroyable. Fin de podcast, monsieur Nam, ou il y a d'autres choses à ajouter? Clément, quelque chose à ajouter? Il n'y a pas la rubrique de ça n'a aucun lien, mais tu vas quand même kiffer. Eh bien non, Jacqueline, cette rubrique n'existe plus. Elle a été zappée. Ah mais quel dommage. Depuis qu'il y a Big Game qui fait les actus de 15 minutes. Si jamais tu veux parler quelque chose... Oui, il faut absolument qu'on parle des vampires de Louis Feuillade. Ah bah oui, bah voilà, oui, on peut... Mais c'est lié à Buffy, excusez-moi, vampire, ça passe. Ça passe. Bah c'est des vampires. Alors c'est pas des vampires en fait. Non mais ok, mais le mot, juste le mot. Non, je pense que c'est important d'en parler parce que les vampires, c'est une des premières séries de l'histoire, ça date de 1915. Ça a été réalisé par Louis Feuillade. C'est quelqu'un qui a travaillé avec une des premières femmes réalisatrices, Alice Guy. Est-ce que vous connaissez Alice Guy? Mais oui, j'ai lu une BD, j'ai un documentaire en attente que j'ai très hâte de regarder. Parce qu'on parle beaucoup des Frères Lumière, mais il y a eu plein d'autres gens. Felizy, elle a une vie magique. Elle a réalisé un maximum de films. Et elle était très importante dans l'industrie cinématographique du début du... D'ailleurs, après, elle est partie aux États-Unis. Mais où elle a fait la montée des studios et tout. Enfin, c'est... oui, c'est quelqu'un de très important. Carrière folle. Qui a été un peu invisibilisé, donc je suis très contente de pouvoir en parler. Alice Guy, ouais.
Donc Les Vampires, c'est la première série, je sais pas combien il y a d'épisodes, pas mal, hein, une douzaine je crois, 1915, donc ça permet de voir, c'est du muet hein, évidemment, ça a été totalement restauré et c'est disponible en VOD sur la plateforme La Cinétech que je vous recommande absolument. Et pourquoi ça ressort en ce moment ? Parce qu'en fait, il y a un réalisateur qui avait réalisé en 1997 Irma Vep, qui s'appelle Olivier Assayas, qui vient de faire un remake de son propre film qui était avec Maggie Cheung, en série, avec Vincent Macaigne et l'actrice qui fait Lara Croft, j'ai oublié son nom. Donc rien que ça, c'est intéressant. Il y a Angelina Jolie et l'autre. Non, c'est bon bref, une blonde. Bah, il y en a deux, pardon. Donc cette série, elle est, je crois qu'on peut la voir actuellement, elle vient juste de sortir. Donc Irma Vep, c'est l'anagramme de vampire. Oui. C'était le personnage qui était interprété en 1915 par Musidora, une vraiment l'égérie des surréalistes. Voilà, donc il y a toute une filiation comme ça de Louis Feuillade 1915 à Olivier Assayas, Irma Vep. T'as vu la série de Assayas du coup ? Non, je l'ai pas vu. Non, j'ai vu Les Vampires de Louis Feuillade et c'est vraiment intéressant à voir. Okay. Enfin, il y a des scènes où on voit la danseuse, la russe, qui est assassinée par une bague empoisonnée, qui fait la danse du vampire. Et il y a vraiment des trucs comme ça du cinéma impressionniste. C'est très intéressant. On a trop hâte de voir ça. Oh là là. Ben merci beaucoup pour cette recommandation. On a plein de choses à regarder après. Voilà, c'est ça, exactement. On vous laisse à lire et regarder. Avec plein de choses à lire, à voir, à découvrir. On va pas tarder à vous laisser, mais avant, je voudrais qu'on finisse cette campagne électorale parce que sachez que vous. Faut voter dans les commentaires. Auditeurs et auditrices, dans les commentaires du podcast, il faut voter. Je vous rappelle que le siège de député Pourquoi Buffy c'est génial est en jeu entre Clément et Riley qui se disputent ce fauteuil. Donc on peut commenter sur le site Pourquoi Buffy c'est génial.com, sur Facebook, sur Twitter, partout. Il faut commenter. Sur Instagram, commenter et voter. Sur TikTok. Sur TikTok c'est impossible. Donc ne votez pas sur TikTok. Moi député, je voulais vous le dire Clément, c'est terminé de manger des chatons comme vous faites tous les week-ends. Oui, sauf que ces chatons sont consentants. Comment t'as mouché mon gars? J'ai beaucoup de casseroles. On vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Je paye des biens à tous les auditeurs, votez pour moi. Riley, Clément, Riley, faites le bon choix. Je veux dire, faites le bon choix. On refera des énigmes de Tonton Jai, c'est tout. Faites un choix. En tout cas, faites un choix. Non mais votez pas Clément. Après avoir voté, pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Enfin, on dit plus iTunes, on dit Apple Podcast maintenant. Oui. Mais nous, on est des vieilles personnes, donc on dit iTunes. On peut voter sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Les zombies votent pour moi. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast Pourquoi Buffy c'est génial, pour une suite de Reaper, pour plein d'autres choses fascinantes. On remercie énormément Jacqueline d'être venue. Merci Jacqueline. Et c'est moi qui vous remercie pour l'accueil. À cet enregistrement épique, avec des problèmes techniques, une durée scandaleuse, du son qui sature, enfin du grand classique. Et on vous souhaite la bonne nuit à tous. Merci. Rentrez bien. Bientôt. Et on vous fait des gros bisous. Bonnes vacances d'été. Et bonnes vacances. Bonnes vacances d'été. Bonnes vacances. Gros bisous. Bonne nuit. Ciao.